du dimanche 4 février 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Cameroun, nouvelle hausse du prix des carburants à la pompe un an après la dernière augmentation. 110 francs plus pour le super et 108 francs pour le gasoil. Effectif depuis ce samedi 3 février 2024. Ainsi, le super passe de 730 à 840 francs CFA et le gazoil est désormais vendu à 828 francs CFA. Selon un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, la nouvelle augmentation des prix a été entérinée par le gouvernement à l'issue des négociations avec les syndicats et les acteurs sociaux. Le gouvernement prévoit de mettre sur pied des mesures d'accompagnement, notamment la revalorisation à hauteur de 5% des salaires des agents publics et l'ouverture du dialogue avec le secteur privé sur le SMIC. Meurtre, le sieur Bobda gardé à vue à la police judiciaire, accusé de viol, séquestration, menace de mort avec arme à feu. Il a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi 31 janvier à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Son interpellation intervient après une série de témoignages et de dénonciations sur les réseaux sociaux relayés par un lanceur d'alerte. Et alors que l'élection présidentielle est censée se tenir dans un an, en octobre 2025, dans l'opposition, les premières batailles commencent à être menées, batailles peut-être même fissures, pendant qu'il attend la réponse à sa lettre adressée à Cabra Libi, dans laquelle il appelle le président du PCRN à rejoindre l'Alliance pour le changement, ce groupe de personnalités de tout horizon soutenant la candidature de Maurice Kamto pour 2025. Jean-Michel Nitu a pu lire, comme tout le monde, les derniers posts de Cabra Libi, plus favorable à une alliance pour une transition dans laquelle le candidat de l'opposition sera choisi d'un commun accord. 2025, déjà des accords dans l'opposition, et puis sport, pour finir, ce sera certainement pas de cause. Football, Rigobertson verra-t-il son contrat renouvelé? Porté à la tête des Lions indomptables le 28 février 2022 pour une durée de 2 ans, en 23 rencontres, son bilan affiche 6 victoires, 9 défaites et 8 matchs nuls. Désormais, les yeux sont rivés sur la présidence de la République et sur Tinga, alors qu'une bonne partie de la population camerounaise appelle à son limogeage. On parle de tous ces sujets avec vous, François Yodika. Vous êtes journaliste, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, merci de m'inviter une nouvelle fois sur votre plateau. Je salue tous les Camerounais qui nous regardent. J'envoie un bonjour ensoleillé à ceux de la diaspora qui, je sais, sont très habitués de ce plateau tous les dimanches. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Charles Élisant est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, merci. C'est un plaisir de d'être ici avec vous. Donc, je suis content d'être là. Face à vous, Pierre-Emmanuel Bignam, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Bignam, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla. Bonjour à tous les téléspectateurs de STV, en l'occurrence de l'émission dominicale C'est Hebdo. Je profite de l'occasion. Oui. Je le fais toujours parce que ceux-là ont consenti d'énormes sacrifices. Non seulement à leur niveau, mais également pour leur famille. Je ne manquerai jamais de les saluer à chaque émission ou à chacun de mes passages, que ce soit à la télé ou à la radio. Nos militants et sympathisants qui sont incarcérés, pour d'aucuns depuis 2-3 ans, oui. Et pour d'autres plus. Et il y en a qui ont été condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme. Donc je tiens à les saluer et à les manifester notre solidarité à eux et à leur famille également. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, Hilaire Zipan du MP. Bonjour Monsieur Zipan. Bonjour les téléspectateurs de STV, bonjour aux panélistes. J'ose croire que nous allons sortir d'ici avec des éléments plus constructifs parce que ce pays traverse une crise extrêmement grave. Il faut que nous mettions un peu de l'eau dans nos vins pour que nous puissions avoir des solutions tout à fait crédibles afin que le seul sanctuaire que Dieu nous a donné puisse être préservé dans la paix. Cameroun, nouvelle hausse du prix des carburants à la pompe. Un an après la dernière augmentation, 110 francs en plus pour le super et 108 francs pour le gazoil. Effectif depuis ce samedi 3 février 2024. Le super passe de 730 francs CFA, prix de 2023 à 840 francs CFA, prix désormais en 2024. Et le gazoil est désormais vendu à 828 francs CFA. Alors, normalement, on devrait partir avec vous, mais
Hilaire Zip, en commentant le discours du chef de l'État le 31 décembre dernier, je vous ai reçu sur ce plateau, je pense que c'était en début d'année, et vous mettiez en garde les pouvoirs publics camerounais qui, selon vous, devraient devraient respecter un certain nombre de préalables avant d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Alors, le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre dit effectivement qu'il y a eu des négociations avec les syndicats. Est-ce que vous confirmez ces négociations-là? Négociation, c'est trop dit. Ce n'est pas une négociation qu'on a faite. Pour faire simple, le ministre du Commerce recevait les vœux le jeudi. Oui. Il en va de même pour le ministre des Transports, Oui. que je salue en passant. Oui. Et ces deux ministres ont été, lors de la cérémonie, à la présidence de la République. Oui. Et dans le même temps, sorti de la présidence de la République, il est tout à fait évident que la chose la plus sûre qu'on a pu avoir dans ces éléments-là, Oui. c'est que le ministre du Commerce a invité à convier rapidement, c'était un peu assez tardivement, les partenaires sociaux. Et dans Oui. les partenaires sociaux, il y a les associations des consommateurs d'un côté, il y a les syndicats de l'autre côté. Et donc, on se retrouve à la CSPH. Oui. Et à la CSPH, il y a une communication du ministre du Commerce. Ah, c'est une communication. C'est une communication. Il a indiqué suffisamment qu'il y aura hausse de carburant de 15%. Donc, Aucune négociation, il vous l'a juste annoncé. ben non, à partir du moment où il annonce que ce serait de 15%, il ouvre les jeux de questions-réponses. Il reçoit. Et ces jeux de questions-réponses, ils avaient le pouvoir de changer quoi que ce soit à la décision? Et c'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. Je ne vois pas trop bien ce que vous allez changer. Bon, d'autres des récriminations, d'autres des envies, d'autres aussi. Et je crois savoir que ce n'était pas la bonne méthode, mais le vin est tiré. Il faut le boire. Jusqu'à la ligne. Jusqu'à la ligne, je ne pense pas. Parce que les tensions vont être extrêmement difficiles. J'ose croire que dans le communiqué, bien entendu, signé du secrétaire général des services du Premier ministre, il a dit que 5% revalorisation des salaires des fonctionnaires. Ça, c'est le premier corps de métier qu'il a dit. Deuxième corps de métier qu'il a dit que pour le SMIC et pour le secteur privé, il va y avoir des négociations. Ça, c'était la voie. Est-ce que ça n'aurait pas dû avoir lieu, justement, ces négociations-là en amont? C'est un choix gouvernemental. Et je dis bien que c'est un choix. Comment vous le jugez, vous, personnellement, ce choix gouvernemental? Ben, il n'est pas bon, parce que ça va créer beaucoup plus de problèmes que ça va résoudre. Il n'est pas bon. Il faut le dire très calmement, il n'est pas bon. Et puis, donc, je dirais, dans le secteur, le transport, il dit, on va voir comment on va améliorer les taxes ou on va diminuer un certain nombre de choses. Voilà les pistes indiquées par le secrétaire général des services du Premier ministre, que je rappelle en passant qu'il est un professeur d'économie. C'est la grande Mabafouda. Donc, je pense que c'est la méthode choisie. Maintenant, il faut dire que le gouvernement camerounais n'a pas beaucoup de choix dans l'opération ou dans la manière où elle aborde le problème. D'abord, nous sommes pratiquement chez le banquier. Le banquier camerounais s'appelle le FMI. C'est lui qui dicte tout. Pourquoi nous sommes là-bas? Je pense que tout à l'heure, on va trouver les raisons. Devons-nous rester là-bas et suivre les dictats? Moi, j'y crois pas. Il y a d'autres solutions. Et je pense que suffisamment indiqué ici, j'ai dit qu'il était bon que l'on procède à autre chose avant d'augmenter. Et j'ai donné quelques pistes. J'ai été, je ne vous cache pas, j'ai été approché par plusieurs membres du gouvernement par la suite, avant que cette annonce-là ne soit faite, et je les ai expliqué ma méthode. Ils semblaient trouver un peu d'écho, favorable, intelligent. Mais j'ai été surpris que ça n'a pas été. Pourquoi, Madame Leila? Premier élément, il n'y a pas l'équité. Parce que, à la base de la subvention, c'est pour permettre aux ceux qui n'ont pas les revenus les plus aisés de faire face à leur déplacement en utilisant l'énergie de première nécessité qui est le carburant. C'est ça en fait. Donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'on fasse ça d'une manière linéaire et ceux qui sont les plus nantis bénéficient de cette subvention, d'une part. Ensuite, ceux qui utilisent ce carburant pour piller notre économie, il faut le dire. Est-ce qu'on peut réellement appeler subvention ce que l'État camerounais... On va revenir là-dessus. Oui. Non, je voulais terminer cette phrase-là. Oui. Ceux qui utilisent ce carburant pour piller notre économie ne doivent pas être éligibles. Je cite généralement les forestiers, les creuseurs d'or, les cimenteries et certaines grandes entreprises, logiquement, ne doivent pas pouvoir bénéficier parce qu'ils font des marges bénéficiaires d'avance sur le problème. Et pour certains, ils creusent et ça ne rapporte pratiquement rien à l'État. Donc, je ne comprends pas trop bien pourquoi on doit leur faciliter la tâche.
Maintenant, il y a une question subsidiaire. Faut-il mieux creuser, que ça ne rapporte davantage rien à l'État? Ben voilà. Donc, il y a quelque part. Donc, c'est pour ça que je dis que l'État est responsable, en fait, de ces situations telles qu'elles arrivent à la radio. La deuxième chose que vous avez soulevée très rapidement également, parce que les sujets sont tellement vastes, c'est que dans la structure des prix, vous dites, est-ce qu'il y a vraiment subvention? Non. On peut discuter de cela, mais le gouvernement appelle ça subvention. Figurez-vous, lorsqu'on a essayé de compresser les fonctionnaires en 1994, après la dévaluation, on a dit qu'on déflatait les gens. Donc, c'est un mot, en fait, subrepticement utilisé pour essayer de noyer le poisson. Mais, Madame Leila, oui, il faut que nous soyons clairs dans les solutions, parce que ça ne sert à rien ici de retourner le couteau dans la plaie. Le gouvernement camerounais se ravitaille sur le marché international en ce qui concerne le carburant. Il y a différentes étapes pour que le prix soit servi chez le consommateur final qui prend à la station-service. Mais il s'avère que dans ces différentes étapes-là, il y a plusieurs taxes. On en donne à peu près 9. oui. C'est énorme. Et puis, en plus de ces 9 taxes-là, il y a 2 taxes qui sont des taxes. Encore que l'économiste, lui, Marie Cagde, parle de 26 taxes ajoutées sur le carburant quand ça entre au Cameroun. Oui, mais ça, c'est... On peut discuter des quantités. Ce n'est pas les quantités qui sont importantes, c'est le montant, ce que représente cette taxe-là dans le prix du carburant. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas le nombre. On peut avoir une seule taxe, ça coûte cher. Je prends par exemple un cas. Il y a une taxe qu'on appelle la taxe spéciale. Oui. Elle coûte 110 francs par litre. Et il faut bien que le ministre des Finances nous dise à peu près à quoi ça correspond. Mais bon, ce n'est pas l'objet du débat. La deuxième chose qu'il faut dire très, c'est que vous avez posé la question, est-ce qu'il y a effectivement une subvention? Mais quand vous prenez le prix à l'entrée et que vous ajoutez toutes les taxes, il va sans dire que quelque part, l'État doit rembourser à tous ceux qui ont été dans la chaîne là le manque à gagner. C'est-à-dire que le premier élément de la structuration du prix du carburant s'apaisantit beaucoup plus chez le marketeur. C'est-à-dire que les marketeurs, c'est Total, Neptune, Bocom. C'est eux qu'on appelle les marketeurs. C'est eux qui ont le manque à gagner parce que quand ils font la structure, le calcul de leur coût, ils s'en rendent compte qu'il c'est un peu plus élevé. Et l'État leur dit, vendez donc à tel prix le gap, je vous le rembourse par un manque à gagner. C'est-à-dire que manque de l'argent dans votre comptabilité, mais l'État vous rembourse. La question, c'est que est-ce que l'État rembourse effectivement? Oui. Non. Il faut être clair. La deuxième chose, c'est qu'elle est tout à fait simple, Madame Leila. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être ici sur le plateau. Si vous achetez, et comme il n'y a pas d'avarie dans le carburant, ça veut dire que vous avez vendu, Madame Leila. Et c'est là où se trouve, en fait, le débat pour moi. Il y a quelqu'un dans la chaîne de consommation qui ne paye pas. Je reprends là l'élément. Oui. Vous achetez une quantité, vous ajoutez tous les taxes, vous revendez, et comme il n'y a pas d'avarie dans le carburant, s'il y a des trous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne paye pas. Et prenons maintenant étape par étape quels sont ceux qui pourrait justement être cette personne. On y arrive. C'est le rôle du débat. C'est oui. ça en fait. Il faut qu'on explique aux Camerounais pour que nous voyons la responsabilité. Sinon on va embarquer le problème et on va mettre le pays à feu à sang sans ne pas comprendre où se trouvent les responsabilités. Et moi si j'y vais pas, c'est pas ce chemin-là que je choisis. C'est pour ça que je veux que étape par étape nous voyons les responsables. Celui qui consomme le carburant en premier lieu, c'est vous et moi. Est-ce que nous payons le carburant? On répond oui. En deuxième lieu, ceux qui consomment le carburant, c'est les grandes entreprises. Est-ce qu'ils payent le carburant? C'est le ministre des Finances du Rang. Mais dans la comptabilité des marketeurs, oui. Enfin, il y a un autre gros transporteur, il y a un autre gros consommateur qui est l'État, dans ses divers démembrements. Et là, l'État a une double. Il y a l'État qui est la sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée. Et il y a l'État qui est l'administration. Oui. C'est-à-dire que les différents départements ministériels, y compris les institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, la présidente de la République, pour ne citer que cela. Est-ce que cela paye? C'est là où se trouve tout le débat. Parce que si la subvention continue à monter et que ceux qui importent ne retrouvent pas dans leurs chiffres,
ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne paye pas. D'accord. Charles Elisan, j'aimerais savoir 2 augmentations du prix du carburant en 2 ans. Je rappelle que l'année dernière, en janvier 2023, le prix du litre du super importé au Cameroun, c'était 341,75 francs CFA. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chaîne qui ne paye pas effectivement, comme le dit Hilaire Zipan? Sinon, comment comprendre l'augmentation de la subvention dont parle l'État? Bon, comment comprendre la subvention dont parle l'État? La subvention, ce n'est pas de l'argent qu'on met quelque part. Ce n'est pas un argent que l'État a pris et a dit en fin d'année, comme vous deviez gagner cette somme. Et moi, je vous ai fait ne pas gagner cette somme, voilà ce que je vous donne. Non. L'État allège fiscalement, Oui. douanièrement, et même, disons, même institutionnellement, certaines charges qui devraient revenir aux marketeurs et à ceux qui nous livrent au carburant. Tout en ajoutant 26 autres taxes. Il va y arriver, j'ai compris tout ce qu'il a dit. Oui. Et l'État le fait, et l'État enfin dit, ce qui m'intéresse, c'est le consommateur final. Pour qu'il n'y ait pas l'effet de l'affaire. L'effet de l'affaire, c'est le fait qu'il y ait trop d'impôts, bien trop d'asphyxie financière sur la population. L'État dit donc, je prends sur moi de compenser cette perte-là. Et c'est sur ce mécanisme de contrôle et de fixation des prix que l'État joue pour non seulement garder le gap, pour que les livraisons continuent à arriver et que la consommation soit toujours équilibrée et que les populations en retour n'en souffrent pas. Les populations et même les autres acteurs de la chaîne. Je vais répondre. Oui, il faut n'oublier pas qu'au-delà de l'analyse de Dipa, c'est un homme politique aussi. Oui. Il y a des messages voilés qui passent là-dedans, qui je ne peux pas accepter. Voilà. Deuxième chose, je voudrais aussi vous faire comprendre que s'il ne faut pas subventionner le carburant au Cameroun, c'est 1035 francs de vrai prix. C'est-à-dire, si on suit exclusivement les données des bailleurs de fonds qui demandent à tous les pays africains qui demandent de l'argent sur les places financières internationales. Le litre de carburant importé en 2024 coûte combien, Hilaire Zipan? Pardon, Charles Elisan. 840 francs. Je vous dis donc que le vrai prix devrait être 1035 francs. Si l'État respecte exclusivement les demandes des bailleurs de fonds. Je suis en train de parler pour faire comprendre que le vrai prix du carburant serait 1035 francs. Si l'État ne supportait pas cela. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait? C'est que l'État du Cameroun a besoin d'argent. Nous sommes d'accord? Pour construire les routes, les barrages, les hôpitaux, pour nous permettre d'avoir une industrie capable de fonctionner à travers l'énergie qui devrait être fournie. Ceux qui nous donnent de l'argent, qu'on appelle en général les bailleurs de fonds, prenons le FMI, Banque mondiale, la Banque africaine de développement, appelons-les comme on veut, vous disent une seule chose. D'après leur doctrine économique, qui est pratiquement mercantiliste, ils ne comprennent pas pourquoi un pays censé se développer et qui a besoin d'argent réussit l'exploit à subventionner les prix des denrées de consommation de première nécessité. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils vous poussent donc, au-delà d'avoir privatisé à un moment donné vos entreprises, à ce que vous continuez à annuler drastiquement les subventions. Et tous les pays africains sont en train de s'aligner. La Guinée équatoriale, l'Angola, l'Algérie, le Nigeria. Le premier acte que pose Tinubu quand il a dit au pouvoir nigérien, c'est d'annuler complètement les subventions. Mais encore que là-bas, c'est un pays producteur de pétrole. Donc, maintenant, pour revenir à ce qui se passe au Cameroun, il se passe que le Cameroun a un problème de raffinerie. On a une raffinerie qui craque notre pétrole, qui le distille et qui le raffine, parce que notre pétrole est très lourd. Maintenant, le temps de trouver la raffinerie au Cameroun, qui va raffiner notre propre pétrole, d'où le compte spécial, et là je commence à lui répondre, le compte spécial à la raffinerie qui est logé à la BEAC, les différentes taxes ont des buts bien précis. On n'impose pas une taxe pour faire plaisir aux gens. Chaque taxe imposée sur le prix de la transition d'un produit, permettez-moi le prononcer, jusqu'au produit consommé, a un objectif bien précis. Vous avez là la taxe qui permet, qu'on appelle le soutien à la raffinerie, qui est une taxe qui a été arrangée d'un commun accord entre le comité de facilitation des crédits du Cameroun et les différents marketeurs, dont la dette a été rééchelonnée sur 10 ans, et qui permet... En une année, cette taxe, le soutien à la raffinerie, elle nous permet de... On collecte combien d'années? Et là, la bonne chose, c'est que c'est la SCDP qui collecte ça pour le moment. Je veux dire, de l'autre côté, pour la raffinerie, c'est la BEAC. En 2023, par exemple, Hilaire Zipan... On a 118 milliards de francs CFA, ce qui a permis de rembourser l'argent qu'on devait aux marketeurs internationaux, comme les Glencore, comme les Savannah Energy, qui nous devaient le pétrole. C'est intéressant à ce niveau-là. Deuxième chose, vous avez des taxes qui permettent à ce qu'on mette de l'argent de côté pour pouvoir reconstruire tout ce qu'il y a comme infrastructure d'hydrocarbures au Cameroun. La population augmente, les besoins augmentent. Ça veut dire que les cuves de la SDP qu'on a actuellement ne sont peut-être suffisantes pour porter le carburant qu'on veut. Il faut donc reconstruire d'autres. 3.
Vous avez par exemple là, au niveau du consommateur final. Lorsqu'on dit qu'on a un consommateur final, il ne s'agit pas de dissocier X ou Y. L'État pris dans l'ensemble, c'est nous tous. L'armée et la police payent le carburant. Mais sauf que l'armée et la police ont ça de plus que nous, que leur carburant doit avoir une réserve qui ne doit pas être touchée. Parce que justement, c'est eux qui font en sorte que nous parlons librement comme nous sommes là, pendant qu'ils sont en train de mourir quelque part. Mais il n'a pas parlé de l'armée, de la police. Il a spécifié des secteurs. Il en a parlé, vous ne l'avez même pas interrompu un seul instant. Laissez-moi développer. Voilà, merci beaucoup. Donc, je voulais lui faire comprendre qu'à ce niveau-là, la police et l'armée, la gendarmerie, disons les forces de défense et de sécurité, ont besoin de leur carburant, qu'on appelle les stocks stratégiques qu'il ne faut jamais toucher. Même si je ne pars pas au travail avec mon véhicule, même si j'y vais à pied, même si je n'y vais même pas. Les grandes entreprises minières. Il est préférable. Maintenant, les grandes entreprises minières ont dans leur code minier. Et là, je voulais quand même qu'il soit un peu plus. Le code minier impose aux entreprises minières de payer des taxes, parmi lesquelles la taxe domaniale, la taxe foncière et la taxe sur le travail spécial qu'ils font, qui va justement compenser ce qu'ils doivent payer comme taxe. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que du bout de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, chacun fait son travail. Est-ce que du bout de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, il n'y a pas de détournement? Est-ce que du bout de la chaîne jusqu'à la fin, tout est bien fait de telle manière que ce calcul opérationnel des coûts soit bien fait? Maintenant, moi, je n'ai pas vu comment... C'est une question rhétorique que vous vous posiez peut-être. Est-ce que du début jusqu'à la fin de la chaîne, il n'y a pas de détournement? Parce que pour le moment, je dis oui, parce que d'après les détournements, c'est pas au TCS, je n'ai pas encore vu les gens dire qu'on a détourné au carburant. C'est plus l'argent des projets et tout. Donc je termine par là pour dire que l'Assemblée nationale, qui est une structure qui fonctionne comme nous, j'aurais aimé aussi qu'on dise que le même État nous produit de l'énergie à travers le fouet. La centrale de Djibamba, la centrale de Lorwaba, celle de Belabo, celle de Hala, consomme du fouet. Et ce fouet qui est acheté par cette centrale, par Eneo, par Siki, pour produire l'énergie, cette énergie qui nous est revendue, mais ça n'a pas eu un impact sur le prix. Parce que l'État s'est arrangé à ce que le prix du kilowattheure reste le même, malgré le fait que les coûts d'achat de ce carburant pour alimenter ces centrales soient le même. Donc, il y a quand même des compensations qui ont été faites. Et moi, je suis aussi à cette émission pour essayer de comprendre et faire comprendre aux Camerounais pourquoi il y a eu augmentation du prix du carburant et que les mesures palliatives sociales ont été prises pour que ça ne pousse pas les ménages à bout. François Yondika, est-ce qu'il y avait des leviers sur lesquels le gouvernement camerounais pouvait agir pour justement s'abstenir d'augmenter une fois encore? Je veux dire, l'année dernière, 2023, on a connu une hausse. 2024, on connaît une nouvelle hausse. J'ai l'impression qu'on doit finalement redouter les discours, les adresses du chef de l'État à la nation le 31 décembre. Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels le gouvernement camerounais pouvait s'appuyer pour éviter de faire subir ça au petit peuple? Oui, Léla, merci. Je crois que si on est là pour édifier comme Charlie Lison, oui, je crois qu'il faut commencer par dire des choses simples aux Camerounais pour qu'ils comprennent. Il faut commencer par leur expliquer comment un pays producteur de pétrole, 12e producteur de pétrole en Afrique, qui produit 25 millions de barils de pétrole par an, et se retrouve à être dans cette situation-là, où on n'arrive pas à approvisionner les ménages, les Camerounais. Il faut commencer à dire. Ça va vous dire tout de suite que les 25 millions de barils de pétrole ne peuvent pas être utilisés au Cameroun. Justement parce que c'est du pétrole lourd. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on en est à produire un pétrole qu'on ne peut pas raffiner chez nous? Il va vous parler des colonisateurs. Voilà. Pourquoi est-ce que pendant 40 ans, vous n'avez pas construit une raffinerie qui peut raffiner ce pétrole et servir d'abord les Camerounais? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Si vous commencez à vous éluder ça, et vous amenez les Camerounais dans des subtilités, vous les embrouillez avec des chiffres, machin, ça c'est les perdre. Il faut d'abord leur dire qu'il y a une défaillance gouvernementale grave, criante. Si on part de là, si on reconnaît au moins ça, on voit comment de manière durable on peut sortir de la crise et ne plus y retourner. Parce que tout ce qu'on va faire là maintenant, c'est des palliatifs, il faut bien le dire. On a un gouvernement qui est dos au mur, qui ne sait plus comment faire et qui s'en va rapidement ponctionner sur les maigres revenus des populations. Vous m'avez demandé s'il y avait d'autres leviers. Mais bien sûr qu'il y avait d'autres leviers. Il faut commencer. D'abord, on a un gouvernement obèse qui refuse de faire des économies sur ses frais de dépenses. On le voit, ça a été démontré à suffisance. On a ensuite, et je voudrais interpeller les autres panélistes là-dessus, quand on parle du prix... Avant que Charles-Élise vous arrête là-dessus, je vais juste préciser que le chef de l'État en a lui-même parlé. Oui. Le train de vie de l'État. Oui. Quand on parle des prix du pétrole qui augmentent, mais le Cameroun est exportateur de pétrole aussi. Ça suppose que
on a des revenus supplémentaires quand le pétrole est cher sur le marché. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit comment est-ce qu'en 2023, c'était 91%, octobre 2023, de revenus supplémentaires? Chiffre de la SNH. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit comment est-ce qu'on utilise l'argent du Cameroun quand le pétrole coûte plus cher? Personne. On n'a pas de grille. Tout ce qu'on a comme grille, c'est le président de la République qui vient nous dire que les prix ont explosé. Comme si nous aussi, on n'était pas exportateurs, on est producteurs de pétrole. Qu'on commence par nous dire ce que l'on fait de l'argent quand les prix de pétrole augmentent. Et puis, il y a cette... heureusement que vous avez rapidement évoqué cette question-là, cette astuce sémantique qui consiste à faire croire au peuple qu'on prend 400 millions quelque part, on vient donner pour... C'est de la surenchère sémantique que vous faites, M. Zan, et de manière régulière. Vous ne donnez rien du tout. Ce gouvernement ne dépasse rien du tout dans ce secteur. Oui, oui, et vous l'avez même vous-même expliqué. Vous avez dit, vous avez reconnu qu'il n'y a rien qui est donné. C'est simplement des mécanismes qui font en sorte. Je le dis pourquoi? Parce que si cet argent était collecté, oui, je suis sûr qu'il ne reviendrait même pas aux populations. Quand on connaît les chaînes de détournement en vigueur dans l'Ouest. Est-ce qu'il y avait d'autres leviers? J'ai répondu, j'ai dit oui. Et aller comme ça sur une population qui a suivi 20% d'inflation en 4 ans, 4 ans, 20% d'inflation sur tous les produits de consommation, aller faire une augmentation de ce type, si on ne veut pas amener le pays à l'implosion, qu'on me dise ce que c'est. Qu'on me dise ce que c'est, tout simplement. Il y a un gouvernement qui est en faillite totale dans la prévision, dans la prospective, et quand il se retrouve dos au mur, il se rue sur les plus faibles. Pour les acculer, on leur demander de payer la nôtre. D'accord. Pierre-Emmanuel Bignam, le cours du pétrole aujourd'hui, 4 février 2024, à 1,35, était de 77 $. J'ai envie de vous demander de revenir avec vous sur la récente pénurie de carburant qu'on a eue il y a quelques mois. Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites qu'elle était réelle? Ou alors c'était une entrée, une mise en bouche pour ce qui se passe aujourd'hui, l'augmentation du prix du carburant? Bon, Léla, je ne peux pas, de prime abord, commencer à suspecter les raisons de cette rupture. Nous avons tous constaté qu'il y a une rupture. Je ne sais pas si c'était une spéculation ou c'était une machination de l'État du Cameroun. Et tout ça pour nous annoncer, nous préparer à des annonces telles que celles que le président Paul Biya a fait au discours de fin d'année. Parce qu'il faut relever qu'il a annoncé préalablement cette hausse. Oui. Des prix du carburant. De façon très subtile. Oui, il l'a annoncé. Donc, la première chose qu'on constate, c'est que le gouvernement camerounais continue à travailler sans réelle concertation. Parce que lorsque j'ai suivi les IPAN, il a été clair en indiquant qu'ils ont été invités, les syndicats de transport et d'autres acteurs. Mais ce n'était pas une concertation où on demandait l'avis de quelqu'un, puisque l'annonce a été faite. Le président a d'abord annoncé ça dans son discours. Le ministre aussi vient annoncer. Donc, il n'y a pas eu concertation en réalité. Au moins, ils ont été les premiers à recevoir l'annonce. C'est déjà ça de gagner. Ça veut dire que le gouvernement continue à travailler, à cavaler seul, sans écouter les avis et ce que le peuple veut. Des syndicats. Voilà. Plus les syndicats représentent, ce sont les corporations, elles représentent le peuple, les consommateurs et autres. Donc, une autre chose qu'il faut relever et pour laquelle je suis d'accord avec François, c'est que cette histoire qu'on nous fait croire qu'il y a subvention de 1000 milliards en 2022, 2023, ça a été réduit à 623 milliards, machin, c'est l'entourloupe, c'est le bluff. L'État du Cameroun ne subventionne pas le pétrole à la pompe. Je dis non. On connaît les mécanismes de collecte de l'État qui passent par les taxes et autres. Alors, est-ce que l'État produit l'argent? Non. Tout l'argent que l'État peut avoir résulte du contribuable camerounais. C'est notre argent. C'est notre argent. Vous ne pouvez pas collecter notre argent et vous dites que vous subventionnez encore le pétrole à la pompe avec notre argent. Vous prenez l'argent où pour subventionner le pétrole à la pompe? Donc, c'est le bluff, c'est l'entourloupe. Ça, il faut balayer ça du revers de la main. L'État ne subventionne en rien le pétrole à la pompe au Cameroun. Une autre chose qu'il faut relever
pour voir les incongruités de la malgouvernance du gouvernement camerounais depuis 1982 qui sont au pouvoir, c'est que en matière de choix économiques, ils font exprès, parce qu'ils ont des docteurs en économie, ils ont des agrégés, ils sont des gens très calés, ils font exprès de nous mener vers des mauvaises pistes. Comment vous pouvez expliquer au peuple camerounais que pour réhabiliter la Sonara, la raffinerie qui a été victime d'incendie, il faut une enveloppe, un budget de 250 milliards. 250 milliards pour réhabiliter la Sonara et relancer les activités de raffinage. Et Ding avait laissé un projet également de 250 milliards aussi pour l'extension de la production, la capacité de production de la Sonara. Disons, ça fait une enveloppe de 500 milliards, réhabilitation et extension. On sait qu'aujourd'hui, il y a des raffineries de moyenne capacité comme celle de la Sonara qui sont construites à hauteur de 150 à 200 milliards. Le Nigeria a plusieurs raffineries, pas seulement celle que Dangote vient de faire. Ils ont plusieurs raffineries. Celle de Dangote est venue pour renforcer la capacité de production du marché local et supporter également les défaillances que les raffineries que l'État a construites n'arrivent pas à couvrir. Donc, c'est une question de choix économique et de volonté politique de développer son pays et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous ne pouvez pas refuser de mettre l'enveloppe de 250 milliards et vous estimez que vous subventionnez le pétrole à pompe à hauteur de 1000 milliards. Ça, c'est 2022. 2023, de 624 milliards. Vous voyez que c'est une incongruité. Cet argent que vous mettez, les 1000 milliards pour subventionner, vous pouvez réhabiliter votre raffinerie, construire même une nouvelle raffinerie et accroître le niveau de production de pétrole utilisable localement. Donc, qu'on cesse de nous mener à bateau avec des histoires qui ne tiennent pas. Le train de vie de l'État, dont le chef de l'État lui-même a mentionné dans son discours, et pour lequel nous avons vu une correspondance du SGPR envoyée au secrétaire général de la primature, qui faisait état de ce qu'il fallait qu'on mette un accent particulier cette année sur la réduction du train de vie de l'État. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé aujourd'hui? Depuis que le président Paul Biya est au pouvoir, l'État a un train de vie extravagant. Extravagant. Il y a des statistiques qui annoncent que les missions que l'État du Cameroun a commises à l'étranger, les missions globalement, sur les 10 dernières années, dépassent 600 milliards. Les missions de l'État, uniquement. Pour quels résultats? Ça aboutit à quoi? Les détournements des deniers publics, la ligne 94 et autres. On sait que dans notre pays, nous avons connu tous les scandales, de la ligne 94, où on subventionne les activités de certains particuliers qui injectent ça dans les entreprises dont les résultats sont négatifs. On ne va pas entrer dans les détails. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de l'État, vous mettez dans une entreprise qui, normalement, est une entreprise qui appartient à l'État aussi. Et que vous revendez cette entreprise quelques années plus tard à un prix vraiment dérisoire. Voilà comment l'argent du Cameroun est dilapidé. Les scandales de la Cannes, les scandales de la Covid, les scandales des barrages de Lompangar et autres. Donc, l'État a plusieurs leviers qui peuvent lui permettre d'éviter cette crise au Camerounais. Autre chose que je vais ajouter, c'est que on peut même encore comprendre qu'avec la pression du bailleur de fonds, le FMI, le Cameroun peut être dos au mur et se retrouve en train de faire certains mécanismes. Si et seulement si le pouvoir d'achat des Camerounais était élevé. On est dans un pays qui subit l'inflation de façon continue depuis 4-5 dernières années. L'inflation ne fait qu'être croissante. Et de l'autre côté, le pouvoir d'achat est faible. Le SMIC est de 41 000 francs CFA. Tout à l'heure, M. Elizang a parlé de la suppression de la subvention en Guinée équatoriale. Oui, mais le SMIC en Guinée équatoriale, c'est 190 000 francs CFA.
par mois. Au Cameroun, c'est 41 000. Et c'est dans le 41 000 là que tu dois payer le taxi de PK14 ou PK20 pour aller te débrouiller à quoi. Donc, tu prends 2-3 taxis. Et tu dois rentrer encore, puisque bientôt, avec cette augmentation, le prix du taxi va augmenter, le transport urbain, interurbain va augmenter également. Alors, vous voulez que les Camerounais vivent comment? Avec ce niveau aussi faible de revenus. Mais le pouvoir d'achat du Camerounais actuel ne peut plus lui permettre de continuer à supporter ces hausses de carburant. Donc, voilà à quel niveau se retrouve la subvention devient intenable ou alors il faut payer les dettes? Je voudrais très humblement dire que cette émission, pour moi, quand je venais, c'est pour faire de la pédagogie, pour que les gens comprennent. Parce que je suis dans ce secteur. Mais quand on va à gauche, à droite, c'est pas très bien. Je dis ça à mon ami Élisa. Le but n'est pas de dire que je suis un homme politique, c'est pas ça le but. Élisa, nous sommes techniques. Complètement technique. Je suis économiste. Bien sûr. Il est complètement technique. D'abord, je plante le décor. Permettez-moi que j'aille étape par étape. En 1994, nous sommes en plein ajustement structurel. On dévalue le franc CFA. Parce que c'est là où commencent les problèmes véritables du Cameroun. Et la France propose 2 options. Soit vous arrêtez de recruter à la fonction publique, vous maintenez les salaires en l'état. Ça veut dire que ceux qui vont en retraite, on les dégraisse progressivement et au bout de 10 ans, vous avez une administration qui permet de faire fonctionner l'État. Première étape. Soit le pays choisit donc de baisser les salaires et de continuer à recruter. Sur les 14 pays, M. Élisa, le Cameroun est le seul pays qui a fait le choix de baisser les salaires. Premier élément. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui, parce que tout à l'heure, Emmanuel l'a dit, le pouvoir d'achat. Et quand vous allez faire la comparaison de tous les pays qui ont fait le choix, plutôt, d'arrêter de recruter, ils sont allés vers l'avant. Et le CIMIC l'atteste, d'une part. Ensuite, le revenu des fonctionnaires également complète ce tableau. Premier élément, prenez le salaire moyen d'un magistrat au Cameroun, faites la comparaison avec tous les pays, vous verrez que nous sommes les derniers. Prenez le salaire des enseignants, nous sommes les derniers. Prenez les salaires, vous allez vous en rendre compte, nous sommes les derniers. Donc, c'est un mauvais choix fait de 1994 dans lequel on n'arrive pas à s'en sortir. Je rappelle en passant, M. Élisa, comme vous êtes bien économiste, qu'en 1994, le budget du Cameroun était de 562 milliards. Aujourd'hui, le budget du Cameroun est de 6 700 milliards. Je donne les 2 éléments pour que tout à l'heure, lorsqu'il va installer le débat, qu'on comprenne très bien, parce que c'est là d'où va se trouver les éléments qu'il va prendre. Deuxième élément, Leïla. La structure des prix est bien connue. Il n'y a pas de la magie. Chacun a un rôle bien précis et son coût est calculé. Avant, les cotations sont faites tous les mois et le prix d'entrée est fait tous les mois. Madame Leïla, pour ce qui est du mois de janvier, le prix d'entrée était de 468 francs, cotation achat international. On est loin des 800 francs CFA dont parle Charles Élisa. Je donne la cotation internationale à l'achat à l'entrée de la. Très bien. Pas très loin des 368 francs de 2023. Je ne fais pas le débat du Cameroun, pourquoi on n'a qu'une seule raffinerie. Parce qu'il a dit au Nigeria à côté, il y en a à peu près 3-4. Je rappelle que la France, qui a 68 millions d'habitants, a au moins une vingtaine de résidents. Donc là encore, il va nous installer encore dans un autre débat. Donc vous voyez qu'à chaque moment, je montre la limite. Donc, de ces 468 francs prix entrée, ajoutés pour qu'on ait le prix qui dit 1035 francs. Non, Charles Élisa a dit que le prix d'entrée c'est 800 francs. Laissez, madame, écoutez bien, il est bien technique. Sinon, vous allez embrouiller les téléspectateurs. Laissez comprendre. Pourquoi on a 1035? Parce que ce sont les taxes. C'est tout. Le prix départ, c'est 468 francs, je vous ai donné. Et le prix rendu en tenant compte de toutes les taxes,
sans ne pas avoir un manque à gagner, ce qu'il appelle subvention, ce qu'il appelle argent, qu'il appelle ça comme il veut, serait de 1035. Et ce qu'il dit est vrai. Mais d'où vient-il qu'on met autant de taxes? Oui, mais sauf quand il parle du prix d'entrée, parce qu'il a dit que le prix d'entrée c'est 800 francs. S'il y avait pas Madame Leila, je viens de vous donner, tapez Google, tapez n'importe quoi, faites comme vous voulez, ça fait 400. C'est à la structure, ça c'est CSPH. Demandez la structure du prix, c'est affiché. C'est affiché, Madame Leila. C'est pas la magie que je fais. Je ne fais pas la magie ici. Je ne fais pas la prédigitation. Donc c'est 468 francs. À partir de là, tous les autres sont que taxes. La question est la suivante. Pourquoi nous mettons autant de taxes quand ces taxes ne nous servent à rien? Et là, je rejoins encore Emmanuel, c'est la mauvaise gouvernance. On ne fait pas de métier à 14 heures. Le deuxième élément que je voudrais ajouter, c'est que nous avons atteint le point d'achèvement en 2017. Je reprends en 2007. On a atteint le point d'achèvement. Mais quelques temps après, nous sommes encore revenus voir le FMI parce que nous sommes incapables de fonctionner par nous-mêmes. Nous avons atteint le point d'achèvement. Pourquoi? Le FMI, c'est un banquier qui ne vient que lorsqu'on le sollicite. Le FMI ne débarque pas dans un pays, il dit c'est moi le FMI, je veux faire ceci. Non! Il vient parce que vous l'avez sollicité. Et vous le sollicitez parce qu'il va vous faire des facilitations et des avances de gestion. Tout le monde a un compte. Il est chef d'entreprise, je suppose. Je suis un chef d'entreprise. Donc, tout le monde fait la facilitation de caisse. Et le banquier vient avec ses conditions. 1.113. Là, dit qu'il est mercantile. Ça n'est pas un problème. C'est un banquier, il ne fait pas de la philanthropie. Oui. Le dernier élément, c'est que après tout cela que nous sommes allés voir le FMI, nous avons une autre, 31 mai 2019, la raffinerie a brûlé. Et depuis 2019, M. Elisan, on a connu 3 augmentations. Donc, question, était-il utile que nous restons sans raffinerie? C'est une question. Et je dis qu'aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte qu'on dépend entièrement de la communauté internationale. Et donc, par conséquent, nous subissons tout. Nous importons l'inflation telle qu'elle est. Et depuis 2019, Madame Leila, on a augmenté le carburant de 35%, quand en même temps, les salaires n'ont augmenté qu'à peine 5%. Madame Leila, ce n'est pas la magie. Non, 5,5% en 2023 et 5%. Ajoutez même 10%. Mais vous en rendez compte qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, je voudrais donc conclure en disant que sur ce point-là, sur ce premier levier-là, que le modèle n'est pas bon, les choix ne sont pas bons, et au mieux, ce qui me semble paradoxal, c'est que les mêmes personnes, les mêmes ministres qui nous ont amenés dans le gouffre, c'est les mêmes à qui on confie de nous sortir du gouffre. Là, il y a également un autre problème. Quand vous êtes un chef d'entreprise, la première des choses, c'est que lorsque quelqu'un ne vous donne pas le rendement satisfaisant, vous le dégagez. Très bien. Et je pense qu'on ne va pas demander au ministre des Finances de se tirer les cheveux tous les matins, de faire comme il veut, et cela atteste que c'est pour ça que ce n'est pas le ministre des Finances qui a signé cette augmentation. Parce que là, il y a une preuve, il n'en était besoin que je suis sûr que le ministre des Finances n'est pas d'accord dans cette option-là, qui est complètement prise. Et il faut que ceux qui sont en responsabilité, qui ont complètement assumé la responsabilité de faire venir le carburant, de le faire distribuer, de le faire organiser sur l'étendue du territoire, assument la responsabilité. Ne pas le dire ne veut pas dire qu'on n'est pas honnête. Allez-y avant. Avant qu'il ne prenne la parole. Oui. J'ai posé la question de la raffinerie tout à l'heure et on voit bien que le problème de fond, et la question qui revient, c'est pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se doter d'une raffinerie? Je crois plusieurs raffineries. Moi, je crois avoir ma petite idée. Pourquoi? Mais parce qu'on importe pour 600 à 800 milliards et que c'est un flux qui génère énormément de corruption. Il y a des rétrocommissions, il y a des gens qui se font de l'argent de manière ostentatoire à travers ces flux-là. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, parce que s'il y a une raffinerie et que l'on peut transformer notre pétrole ici, ce flux, cette filière va totalement disparaître. Il en est du pétrole, à mon avis, comme du riz ou du sucre, où le Cameroun refuse de manière claire de s'industrialiser pour encourager des importations massives qui sont très souvent des circuits de corruption.
Moi, je crois que je voudrais qu'il dise quelque chose par rapport à ça. Alors, Charles et Lisa, bon, Charles et Lisa, Non, il y a cette question que je repose juste pour vous taquiner. À combien s'élève le prix du carburant à l'importation? Vous avez parlé de 828 francs, je crois, tout à l'heure. Et j'ai également pu vérifier avant Hilaire Zipan, on parle de 400 francs et poussière. Bon, la véritable question, c'est est-ce que le Cameroun a eu la possibilité et les moyens de se construire une raffinerie depuis 2019 ou avant? Bon, elle est là. Vous savez, c'est qu'avant de vous répondre, je dois répondre à 3 personnes qui ont parlé avant moi, en 2-3 minutes. La première chose qu'elle veut dire... En 2-3 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai 2 minutes à vous répondre. En 2 minutes, je vais répondre à tout ça. Vous savez, tous les simalgories qu'on fait là, ça c'est rien. Première chose que vous devez savoir, la chemise que vous portez a été cousue quelque part. Le prix du fabricant et ça arrive chez vous, ce n'est pas la même chose. Je ne souhaite pas qu'on vienne embrouiller les Camerounais, ça leur fait comprendre que le prix de fabrication ou d'entrée d'un produit dans le pays devrait être le même à l'achat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la question. Non. Charles et Lisa. Non, vous jouez avec les mots Charles et Lisa. La question que je vous ai posée, je vais vous répondre. Lors de votre premier tour de parole, la question que je vous ai posée, c'est lorsqu'on importe le carburant, le prix d'achat lorsqu'on importe le carburant, c'est combien? Vous avez parlé de 828 francs. C'est pas ce que j'ai dit. Madame, écoutez-moi très bien. J'ai dit à l'antenne de propos. Vous avez dit 828 francs et si le Cameroun... Non, vous avez dit et si on ne subventionne pas, effectivement, ce sera 1035 francs. Il a parlé, vous l'avez écouté. Allez-y. Il a parlé, écouté. Allez-y. Donc, je voudrais dire aux Camerounais qui me suivent que c'est bien beau de jouer avec leur naïveté et leur circuit cérébral, de leur faire comprendre qu'on achète le produit à 468 francs. Mais pourquoi on le vend à 840? Ça fait que le gars qui est en Kololoun, chez moi à Nebel, dit que on a trop mis les taxes. Et c'est là où il va aller. Je comprends beaucoup de choses. Mais il faut aussi dire aux Camerounais là que le pain qu'il mange à la fabrication sortie boulangerie n'est pas le même lorsqu'il va acheter à la boutique. C'est clair. Parce qu'en détail, il y a beaucoup de coûts qui y a fabrication, transport et tout ça. Ça, c'était de deux. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que lorsque Pierre-Emmanuel Bian parle du SMIC qui est élevé ailleurs, qui décide que le même pouvoir d'achat est élevé ailleurs, bien, en Guinée équatoriale, le tas de Macabo coûte 3 000 francs. Chez toi, à PK14, c'est dans les 1 000 francs, 800 par là. Donc il faut aussi dire la même chose. Donc, à niveau égal de pouvoir d'achat, niveau égal de compensation, Adam Smith le dit, c'est l'économie, ce n'est pas la magie. Troisième chose que je voulais dire, madame, et là, je viens dans ce qui est important. Vous contredisez, Charles Lisa. Non, je me contredis pas. Je veux dire, est-ce que le pouvoir d'achat, des Camerounais aujourd'hui est en accord parfait avec le coût de la vie? C'est quoi le pouvoir d'achat, madame? C'est les mots économiques qu'on nous fait comprendre que lorsque il va vous l'expliquer, vous achetez le pétrole, vous allez au travail avec 14 ans de coût et tout, l'argent que vous recevez, bon, normalement, est-ce que le Guinéen, Équateur-Guinéen, vit avec 190 francs, 1000 francs à la fin du mois? Il y a ce qu'on appelle la résilience en économie. Quand on étudie un fait économique, il faut être rationnel. C'est pour ça qu'il dit, au-delà d'expliquer des choses, on a d'abord à faire ici aux hommes politiques. Et il faut aussi comprendre qu'ils pensent aussi de manière subliminale. Non, je vous ai pas à vous. On a fait les choses aux hommes politiques et de manière subliminale passe des messages. Il n'y a aucun pays au monde où le SMIC équivaut au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est toujours plus présent sur le SMIC. Mais sauf qu'il y a des compensations individuelles que nous mettons. On fait des tontines, on a des amis qui nous aident. Il y a aussi des compensations étatiques que l'État met en place pour que le peuple n'en souffre pas plus. Lorsqu'on parle par exemple des projets pour maintenir la consommation, aujourd'hui on parle du carburant. Mais pourquoi on ne parle pas du prix du pain qui a baissé, qui est pourtant consommé? Pourquoi on ne parle pas du fer à béton qui a baissé, pourtant on utilise le béton? Pourquoi on ne parle pas du ciment qui a baissé? Parce que ailleurs, lorsque c'est bien équilibré, c'est un produit de grande consommation, les prix baissent. Et c'est clair, ce n'est pas... C'est-à-dire, je voudrais qu'on fasse comprendre aux Camerounais aujourd'hui que, à ce qui concerne le pétrole, et là, je suis désolé, je suis Camerounais, j'ai un véhicule, il n'y a pas les prix préférentiels à la station pour ZAN, parce qu'il y a du RDPC, je paye la même chose comme tout le monde, mais j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que dans mon pays, je paye le carburant à 840. Alors la question, le Cameroun a-t-il la possibilité et les moyens de se construire une raffinerie depuis 2019? Non, et là, je reviens sur l'histoire de la Sonara. En passant, ce n'est pas Edin, c'est Charles Metouk qui avait lancé le projet. C'est Edin qui l'a laissé. Et Metouk devait l'implémenter. Bon, allez-y. C'est les noms, ils sont tombés. Donc, je voudrais faire comprendre aux Camerounais qui nous suivent que, justement, la taxe spéciale sur la raffinerie est justement ce compte-là qui permet, entre autres les 22-26 taxes-là, d'engranger de l'argent qui va permettre de construire cette raffinerie qu'on veut plus tard. Et lorsqu'on parle du Nigeria qui a 3-4 raffineries, je voudrais leur faire comprendre qu'actuellement,
l'ancien président de la Chambre de commerce. Vous avez dit tout à l'heure que la taxe sur cette taxe-là a donné, je crois, 116 milliards de Madame, francs CFA, j'arrive. et que ça a Il y a servi deux à taxes. payer la dette. Là, la taxe spéciale sur les produits pétroliers, dont aujourd'hui réceptionne la SCDP. On parle de la taxe. Maintenant, la taxe sur la raffinerie, est logée à la BEAC. C'est cet argent-là qui permet d'être gardé et qui va permettre de reconstruire. L'année dernière, ça a donné combien? 186 milliards de francs CFA. Et là, il y a eu une réunion dans le comité de passation de crédit avec tous les marketeurs à qui on doit de l'argent. Cet argent, elle les a aidés à rembourser les dettes que nous leur devons dans le pétrole qu'ils nous livrent. L'une des causes de la pénurie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu défiance. Parce que la confiance était partie entre ceux qui nous livrent et l'État du Cameroun. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on a déjà 186 milliards de francs CFA gardés pour 2023 qui servira à construire la raffinerie? Parce qu'au total, on a besoin de combien pour construire la raffinerie? Dans les 750 milliards par là, je pense. 750... S'il faut construire une raffinerie en bonne et due forme qui puisse craquer le pétrole lourd que nous avons, il nous faut au moins au bas mot 1200, 1300 milliards de francs CFA. Mais est-ce que l'État du Cameroun aujourd'hui a les moyens de construire une raffinerie? Mais là, on a déjà une existant. On a déjà une raffinerie qui existe. Donc, il faut juste aller sur l'existant, qui a été brûlé ou pas, de construire cette raffinerie qui puisse permettre à ce que notre pétrole soit raffiné et qui aura un impact direct sur le coût du pétrole. À qui a profité justement l'incendie de la raffinerie? À qui est-ce que ça a profité cet incendie? Je ne sais pas, ça c'est des enquêtes criminelles que vous me demandez de faire. L'incendie, il y a un incendie, j'ai entendu ici et là, certains disent que c'est un incendie criminel, d'autres disent que c'est pour augmenter les prix. Bon, je ne sais pas, mais ce que c'est que la Sonara a brûlé et il nous faut notre raffinerie. Mais vous avez quand même une petite idée là-dessus. Non, je voudrais... Madame, incendie criminel ou pas? Je ne sais pas, ça, je ne m'engage pas dans les choses qui me dépassent. La Sonara a brûlé, ce que je souhaite, c'est que les assurances, ils travaillent. Et là, j'avais suivi le président du club des assurances qui avait dit qu'ils ont tout mis en place. Ce que je souhaite, c'est que la raffinerie, qu'on appelle Sonara, soit mise en place de manière drastique. Et là, je ne peux que dire qu'il faut donc qu'une solution alternative soit trouvée. Madame, en attendant qu'on ait la raffinerie que nous voulons, qui coûte extrêmement cher. C'est bien beau de dire raffinerie, train de vie de l'État et tout. Une raffinerie, Dangote l'a construite pour 19 milliards de dollars, 19 000 milliards de dollars. Et ce n'est pas l'État nigérian qui l'a construit. C'est un homme d'affaires qui s'est entouré d'un pool bancaire, d'hommes d'affaires de son pays pour lancer cette raffinerie. Les autres raffineries ne sont pas au niveau de la Sonara. C'est des raffineries qui appartiennent aux États nigérians. Mais la première raffinerie fédérale du gouvernement nigérian, avec l'appui dans ce qu'on appelle le PPP, partenariat public-privé, ça avait à Aliko Dangote 19 000 milliards de dollars. Maintenant, ça fait combien? C'est 7 fois 8 fois le budget du Cameroun. Donc, pour avoir une raffinerie au Cameroun actuellement qui puisse nous permettre de craquer notre pétrole, ça pose un problème. En une minute. Et je termine par quelque chose, madame. Lorsqu'on construit la Sonara, il faut bien qu'on aille à là. Lorsqu'on construit la Sonara, qui construit la Sonara, madame? C'est même politique, c'est la France. Aujourd'hui, on va parler de la France qui aurait donné des... vous l'avez dit. Et la France avec le... Non, je ne l'ai pas dit, c'est eux qui l'ont dit. Et la France avait... Dans le capital de la Sonara. Ils l'ont dit, ça a été dit déjà. Je veux dire que... Oui, avançons. Non, je veux dire, pour sortir avec vous, vous avez parlé tout à l'heure des compensations de l'État. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui face à cette augmentation-là? Mais ça fait par exemple que le prix doit être 1035. C'est 840 par exemple. Ça fait par exemple que l'État aujourd'hui doit s'asseoir les assets sociaux sur le transport et comprendre comment est-ce qu'il faut alléger et manager les prix. Ça fait par exemple qu'il y a les filets sociaux. Ça fait par exemple qu'il y a une autre convention d'aide. La question que je pose, est-ce que ces compensations permettent de couvrir effectivement le choc? Oui, parce que c'est aussi paradoxal, économiquement parlant, qu'un pays qui augmente considérablement le prix du carburant en soit un pays qui soit dans la zone CEMAC le plus gros exportateur de véhicules. Ça pose aussi un problème. Parce que le blanc, lorsqu'il regarde le système international de transbordement des marchandises, se demande que, mais quel est ce pays-là où on augmente le carburant, qui se plaint dans les télévisions du dimanche, mais donc l'exportation des véhicules augmente, ça pose aussi un problème. On essaie de comprendre. Parce qu'à ce niveau-là, on pourrait juste comprendre autant de choses. Donc, à ce qui nous concerne, madame, le prix de fixation d'un prix de produit de première nécessité en termes de consommation est un calcul qui est fait. Tout ce qu'on va dire là, que ce soit le MRC, que ce soit le MP au pouvoir, qu'on laisse les amitiés entre le ministre des Finances, le ministre de tel, qui n'aurait pas signé, le ministre du Commerce, il s'agit du commerce, pas le ministre des Finances. Il ne s'agit pas d'un ajustement structurel, ni d'un ajustement financier, il s'agit du commerce, l'achat, le ministre du Commerce qui donc préside avec le ministre du Travail pour le SMIC, les salaires, des transports, parce que ça a un impact sur les transports, et tout monte chez le secrétaire général des services du Premier ministre, et il a rappelé qu'il y a un brillant universitaire en économie, il ne signe pas n'importe quoi, en signant, c'est que quelque part, ce qu'il fallait faire et ce qu'il a dû faire. En une minute, pour que Pierre-Emmanuel... à la Sonara, c'était en quelle année? 2019. Je crois. 31 mai 2019. Oui. D'accord. Et puis, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui a empêché ce gouvernement de construire une autre raffinerie? Je vous réponds.
Parce que justement, le Cameroun fait face à plusieurs créanciers. Pour 1200, milliards, on a dépensé, on a détourné combien? Mais attendez, je ne vais pas vous laisser dire des choses comme ça. Vous dites ce que vous voulez, moi je ne sais pas ce que vous voulez. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'en 30 ans, on ne peut pas mobiliser 1000 milliards pour ce n'est pas possible. Une raffinerie qui profite aux Camerounais, qui permet de raffiner notre pétrole. C'est trop facile pour vous de venir à la télé et dire qu'on ne peut pas en 4 ans quoi que ce soit. Je n'ai pas parlé de 4 ans. J'ai parlé de prospection quand même, M. Zang. Vous n'apprenez à personne au gouvernement camerounais, ni à Paul Biya, ni à son premier ministre d'être prospectif. Parce que vous êtes journaliste. Et en tant que journaliste, vous avez dit quelque chose de très grave ici. Et je vais vous l'amener. Oui. Quand vous dites par exemple que la SNH, par exemple, a fait 91% de quoi, et que vous ne savez pas ce qui se passe. Mais je tiens à vous rappeler qu'en tant que journaliste, les sessions du conseil d'administration de la SNH sont rendues publiques. Bien sûr, c'est là où j'ai pris ces chiffres. Allez dans les lits. Oui, mais attendez, ce que je veux dire... En tant que journaliste, faites aussi votre travail. Attendez, c'est que je voulais dire à la télé. Non, j'ai avancé ce chiffre et j'ai dit... À quoi a servi cet argent? Mais c'est vous le journaliste. Voilà. Non, mais à quoi a servi cet argent? Monsieur, je ne dirige pas le Cameroun, je ne suis même pas proche. Je dirige. Dites-nous ce que vous faites de l'argent du pétrole du Cameroun. Il permet de construire les routes. Non, les routes, on ne les voit pas. Je les vois. On les voit. Il a permis de lancer Lompanga. Aujourd'hui, l'usine de Lompanga est opérationnelle. Maintenant, on a inauguré 2 centrales solaires dans le Nord. Monsieur Zang, vous avez l'hôpital général. C'est vous qui perdez les Camerounais avec de fausses informations. Vous faites croire que la dette, par exemple, de la Sonara a été réglée. Elle est rééchelonnée. La Sonara doit, sa dette avoisine actuellement les 400 milliards. Elle est rééchelonnée tout simplement. Et quand vous faites croire que, quand vous faites croire que l'argent est maintenant disponible pour construire une raffinerie, on vous a demandé cet argent. Mais vous dites quoi finalement? Vous dites que l'argent est prélevé. Vous êtes journaliste. Aucun problème. Vous dites que l'argent est prélevé. Non. Et non pour me répondre. C'est M. Biam qui a réagi. C'est vous qui donnez la parole. Non, plus que je l'ai. Invitez-moi dans votre média, je viendrai parler. Non. Vous coupez la parole, allez là, vous me relancez, Charles-Élie, permettez qu'il termine. Il m'a posé une question. Quand je réponds, il relance. Charles-Élie, allez-y, François. Non, c'est pas un jeu. Donc, vous voulez jouer. Vous êtes un journaliste, c'est vous qui devez nous étayer avec les informations. Charles-Élie, poser des questions rhétoriques de manière arrangée. Vous n'avez plus la parole. Allez-y. Bon, voilà. Moi, je voulais simplement qu'on soit d'accord qu'un gouvernement qui n'a pas pu construire une raffinerie en 30 ans, 35 ans, ne nous donne aucun gage qui le fera sur les 5 années qui viennent. Bon, vous avez 4 électeurs, non? Non, mais vous gagnez du temps, vous essayez de gagner du temps, et vous savez pertinemment que ce problème ne sera jamais résolu. Ça, c'est votre point de vue. Très bien. Pierre-Emmanuel Biam, là, on fait un dernier tour. Charles-Élie, on a plus de temps. Là, on fait un dernier tour de table en 1 minute. En 1 minute chacun, c'est le dernier tour de table, messieurs. Pierre-Emmanuel Biam, aujourd'hui, est-ce que vous direz qu'il y a un risque de perturbation sociale au Cameroun? Bien sûr. Bon, vous savez, beaucoup de gens nous écoutent. Et ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau d'information. Quand M. Elizan dit que la raffinerie de Dangote a coûté 19 000 milliards, je lui rappelle que le budget de l'État des États-Unis de 2023, c'est de 1659 milliards de dollars. Cette raffinerie a coûté 19 milliards de dollars et non 19 000 milliards de dollars. 19 milliards et non 19 000 milliards de dollars. Même les États-Unis n'ont pas un budget de 19 000 milliards de dollars par an. C'est 1659 milliards de dollars. Donc maintenant, je reviens sur lorsqu'il dit qu'on ne peut pas, en l'état actuel, construire une raffinerie. Nous pouvons avoir une raffinerie intermédiaire dont le coût est entre 250 et 400 milliards de francs CFA. Sur le marché, oui, construire une raffinerie intermédiaire. Oui, je ne parle pas de raffinerie de Dangote qui c'est possible. La raffinerie de Dangote produit 2 millions de barils par jour. Donc c'est une raffinerie d'envergure mondiale. C'est-à-dire qu'elle vient résorber d'abord le problème de la pénurie au niveau du marché nigérian et elle va aussi approvisionner l'étranger. D'abord, certains pays de la CEDEAO et d'autres pays, même au niveau de l'Europe, ainsi de suite. Pas seulement le marché nigérian. Donc c'est une raffinerie d'envergure mondiale. Mais le Cameroun peut avoir une raffinerie intermédiaire. Nous avons, c'est eux-mêmes qui ont fait, l'État du Cameroun, qui a fait l'audit,
qui a amené à ce que 250 milliards suffisent pour réhabiliter la Sonara. Pour réhabiliter la Sonara. Et nous parlons d'une raffinerie qui a été incendiée en 2019 et nous sommes en 2024. Ça fait 5 ans là. 5 ans. Et je suis d'accord avec François que les gars le font, ils ne veulent plus qu'on construise une raffinerie ou qu'on réhabilite la Sonara parce que les rétrocommissions et la corruption qui gangrène le circuit, ils sont à l'aise dans ça. Mais les gars, ceux qui nous gouvernent sont à l'aise dans ça. Les Camerounais n'ont pas élu les gars dont vous Et parlez. il y a un indicateur que M. Hilaire Ipan a donné tout à l'heure, que le pétrole qui entre, le coût est de 468 francs CFA. Aujourd'hui, nous avons une augmentation qui nous met à 810 francs pour certains et autres. Vous comprenez que c'est un scandale. Ça veut dire que les taxes et tout ce qui va dans le circuit ont augmenté ça ce coût à près de 100%. À près de 100%. Ce n'est pas normal. Pour un pays dont le pouvoir d'achat est très faible. Augmenter que le gouvernement de Cameroun augmente les salaires des fonctionnaires, des employés des sociétés privées, publiques et parapubliques. Et vous verrez qu'on ne serait pas en train de se plaindre tellement ici aujourd'hui. Et que le gouvernement crée des facilités d'obtention d'emploi. Et incite les agents économiques, les investisseurs à créer des industries au Cameroun pour recruter le Cameroun, réduire le chômage. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses dans un pays où le taux de chômage est de plus de 70%. Et les gens qu'on considère qu'ils ont le travail sont ceux qui travaillent dans le secteur informel. C'est-à-dire les mototaximens, les colboxeurs, les BAMSELAM. Ce sont ceux-là que vous appelez les gens qui travaillent au Cameroun. Donc, dans un tel contexte, vous ne pouvez pas permettre une telle augmentation. Bientôt, les taximens vont augmenter le coût du taxi. Justement, nous allons vivre comment dans ce pays? Hilaire Ipan, est-ce qu'on doit s'attendre à une grève des transporteurs? Bon, d'abord, je ne peux pas... Rapidement, on sort de ce sujet. Non, je ne peux pas souhaiter que le pays se désagrège. C'est pour ça que je dis que le seul sanctuaire que nous avons, c'est celui-ci, le Cameroun. Mais tel que l'option est prise, on n'est pas à l'abri. Parce que les conséquences vont être néfastes, difficiles et pratiquement à la limite incontrôlables. Léla, vous voyez que j'ai un ton extrêmement très tempéré parce qu'on va affronter des difficultés terribles. Ouais. Terribles, je vous assure, je ne sais pas comment on va faire. Quand vous injectez, je suppose qu'Élise en est un économiste, quand vous injectez dans un... Je suppose, parce que là, il parle, je me pose parfois la question, quand vous injectez directement 35% d'inflation d'un produit qu'on ne peut pas compresser dans le marché, je ne vois pas très bien comment vous allez faire. Voilà. Il n'y a pas d'avarie dans le transport. Madame Léla, que vous voulez ou pas, il faut prendre le transport pour aller venir au travail. C'est clair. C'est-à-dire que c'est une charge incompressible. C'est ça le problème. Il n'y a pas de jeu là, ce n'est pas possible. Et tout est fonction du transport. Madame Léla, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez très bien. Rapidement. Non, c'est pas rapidement. Vraiment, vous pouvez faire cette émission, après vous laissez partir, où les gens parlent de Bobda. Parce que moi, je sais que demain matin, ça va péter. Ça va péter, Madame Léla. Ah ouais? Tout le jeu qu'on a fait là, de cette augmentation, nous oblige à faire une autre augmentation. Nous ne sommes pas à l'abri. Parce qu'on est en train de retrouver à peine 240 milliards. Tout ce mécanisme trouve 240 milliards. Le mécanisme d'avant a trouvé également encore à peu près 300 milliards. Vous voyez qu'on est déjà à presque 500 milliards trouvés. On n'est toujours pas au bout d'éviter la subvention. Mais Élise, au Nigeria, le prix du carburant, c'est combien producteur? C'est moins de 500 francs. Non, le vrai chiffre, c'est pas moins. 486 francs. Et en donnant le chiffre, vous donnez combien? Madame Élise, je ne suis pas venu faire le débat des chiffres. Parce que de ce chiffre-là, on ne va pas s'en sortir. Bon. Je dis bien, il fait moins de 500. Et il n'y a pas de subvention. Simplement parce que Élisa vient embrouiller les gens. Madame Léla, permettez-moi que je veille. Quand le tanker arrive dans un port, je vous fais opérationnel pour que les gens comprennent, dans un port, celui qui décharge du tanker pour le bac ou pour le dépôt, il y a ce qu'on appelle le service du cabotage. Il paye. Voilà, ça c'est un opérationnel. Il paye à peine 6 francs par litre. Élisa me pousse à bout et je ne voudrais pas arriver à ça. Non, vas-y. La deuxième, dès qu'il a fait, celui qui stocke, c'est la SCDP.
Après, celui qui stocke, celui qui sort pour aller livrer à la station, c'est le transporteur. Et celui qui distribue, c'est la station. Voilà les 4 services qu'il y a. Vous voulez nous faire croire sur ce plateau, en Mondiovision, que ces 4 charges-là coûtent 400 francs? Vraiment? Non. Madame Léla, nettoyez bien les oreilles. C'est moins de 150 francs. Voilà. C'est moins de 150 francs. Les autres, ce sont des taxes. Si l'on percevait les taxes et qu'on faisait réaliser des choses, on comprendrait. Mais on ne réalisait rien. Et j'ai reproposé, je suis venu sur ce plateau ici, je vous ai dit. Le rôle de l'État, c'est l'équité. Et l'équité, ça veut dire que celui qui n'est pas habilité à bénéficier d'un avantage ne le bénéficie pas. Et Madame Léla, je fais la proposition ici, et ça reste d'actualité. Je pense que je veux le faire devant Magua Fouda. Et j'espère qu'il est suffisamment haut pour comprendre. La seule simple. Évitons d'injecter dans le transport urbain de la ville 35%, comme on est en train de le faire. On ne va pas s'en sortir. Comment? Demandons aux motos de prendre le carburant subventionné et aux taxis. Au moins là, on va ralentir au point de vue pression l'inflation qui va arriver. Je reprends. Si on ne donne pas le carburant subventionné aux motos et aux taxis, ça va être inarrêtable. Je dis ne serait-ce que urbain. En deuxième lieu, je dis qu'on fait payer plein pot. Madame Léla, je ne comprends pas comment on peut demander à un forestier de payer le bois avec le carburant subventionné. À un appailleur creuseur de l'or de prendre le carburant subventionné pour creuser l'or, dont on ne perçoit rien. Vous demandez aux brasseries qui perçoivent déjà l'argent de prendre subventionné. Vous demandez aux cimenteries qui ont acheté les camions, qui sont même immatriculés, immatriculation temporaire subventionnée. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un côté de prendre l'autre côté. Et le rôle de la subvention, je suppose, c'est pour le plus faible. Et je dis que il faut qu'on trouve un mécanisme. Pourquoi? Et je l'ai. On a deux choix. On fait des pompes pour tous les mototaximans qui sont en règle, qui ont le choisible, qui ne surchargent pas, de prendre le carburant subventionné. Et je termine, madame. En France, comme on prend l'exemple en France, ceux qui prennent leur voiture pour aller au travail ont ce qu'on appelle le chèque du trésor pour baisser. On ne serait pas le premier pays à avoir fait cette méthode-là. La deuxième chose, madame Léla, le transport en commun, où nous ravitaillons toutes nos villes, venant de l'intérieur du pays, si on ne maîtrise pas, on ne va pas s'en sortir. Résultat de course, tous ceux qui sont dans les achats faibles, c'est-à-dire que le transport, les gens vont multiplier par 2. Ce ne serait pas 35%. Tous ceux qui seront dans les achats de villes vont être multipliés par 2, notamment les circuits. Et je plains le ministre du Commerce, qui vient jouer le sapeur-pompier. Ce n'est pas au ministre du Commerce de le faire. C'est au ministre de l'eau et de l'énergie de s'asseoir pour que nous regardons ensemble, poste par poste, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Afin, je suis venu pour les propositions. Je ne suis pas venu pour faire le plan de campagne parce que le RDPC, c'est un parti du passé, avec des gens dépassés, dont la situation à l'heure actuelle les échappe et ils ne seront plus habilités à gérer le Cameroun par la suite. Voilà la réponse d'un homme politique. Charles-Élise, en 2 minutes exactement sur cette question. Alors, il y a 3 dimanches, je crois, j'ai posé cette même question à votre camarade. Je vous la repose aujourd'hui, je me permets de vous la reposer. Comment est-ce que vous analysez la capacité de résilience du peuple camerounais qui semble désormais tout accepter sans broncher? Bon, celui qui a créé le mouvement progressiste est au RDPC aujourd'hui. Tout à fait. Il est parti, il a chassé le lion, il l'a dépassé, il est revenu au RDPC. Tout à fait. Non, je réponds à un homme politique qui comprend donc que le parti dont il hérite, qui n'a pas créé, vient de quelqu'un qui est maintenant au RDPC. Donc, si nous sommes dépassés, son patron est au RDPC faire quoi? Ça, c'est deux. Deuxième chose, non, c'est important. Deuxième chose, je veux lui faire comprendre que je l'envoie lire. Ce n'est pas une histoire de combat individuel. CEMAC, dernière réunion de la CEMAC, 1000 milliards de francs CFA de subventions de carburant en 2022. 1800 milliards de francs CFA de subventions de carburant en 2023. Et on va fournir 3000 milliards de francs CFA. Donc, près de 71% du PIB de la sous-région. Ça, c'est un problème. 2.
Je l'envoie lire Brève économie d'Afrique centrale de juillet 2022, c'est 10 pages. Je t'envoie ça par PDF pour que tu lises. 3. Je t'envoie lire les réformes des subventions énergétiques en Afrique subsaharienne. C'est 141 pages. J'espère que tu auras le temps de lire. Maintenant, je vais lui faire comprendre que je cite quelques pays de l'Afrique qui sont membres de l'OPEP et qui aujourd'hui ont décidé drastiquement d'enlever les subventions. L'Angola. L'Angola a dépensé l'année dernière 1900 milliards de kwanzas. Ça veut dire 2,2 milliards d'euros. Et ils ont décidé de retirer complètement les subventions parce que ça pèse lourd chez eux. Le Congo-Brazzaville vient de lever, il n'y a pas une semaine, le truc de 4% à 30% parce que ça pesait déjà super de 94% de leur PIB. Le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Donc, je voudrais dire ce qui nous coûte aujourd'hui. Je suis dans les capacités de réponds. Madame Léla, laissez-le citer les chiffres. C'est pour dire que, c'est pour lui faire comprendre que l'option prise par le Cameroun est une option globale. À menace globale, riposte globale. 2. On va me parler des raffineries et tout. Il n'y a aucune raffinerie au monde. Parce que lorsqu'on veut construire, ici, Emmanuel bien me fait comprendre qu'il veut construire une maison avec 2 chambres, alors qu'il est marié avec 8 enfants, il a un problème. Je voulais lui faire comprendre que lorsqu'on construit une raffinerie, c'est en fonction de ce qu'on veut distiller, ce qu'on veut craquer et ce qu'on veut raffiner. Si on construit une raffinerie de 250 milliards de francs, comme on a fait notre Sonara dans les années 70, ça devient ce même problème. Ça veut dire que le MSC ne propose pas ce qu'il faut faire. Donc, il nous faut, au bas mot, pour notre pétrole à nous, une raffinerie qui ira dans les 2000 milliards de francs. Il faut les trouver. Troisièmement, pour vous répondre, pour terminer, on parle maintenant de la résilience. On parle maintenant de la... Et lui fait comprendre que la raffinerie de 2600, comme il qui parle, c'est juste la rénovation, c'est qui a été brûlée. Il y a maintenant la reconstruction et l'extension. Je vais terminer par la capacité de résilience. C'est quoi la résilience qui semble désormais tout accepter sans jamais broncher. Ça, c'est votre point de vue à vous. Un pays bronche de 2 manières, la population. Et là, c'est l'homme politique qui parle. Soit par la sanction démocratique, puisque nous avons choisi d'être une démocratie. C'est qu'en 2025, il y a des élections qui arrivent. Année charnière, municipale, législative et presque présidentielle, si tout le calendrier électoral est respecté. Alors les IPA et consorts viennent en bas de campagne pour qu'on mette carrément ceux qui sont dépassés, quand il a dit, à la porte. Et ils gèrent le pays, nous montrent comment on gère le pays. C'est ce que je souhaite. En gros, ce que vous dites, c'est que si jusqu'ici le RDPC est au pouvoir, ça veut dire que les Camerounais acceptent... Quelque part, bon, non, pas les Camerounais, parce qu'on a aussi une opposition quand même qui bagarre. Quand on va Kabal et Ninja bagarre entre eux, nous, ça nous fait rire. C'était une parenthèse. Deuxième chose, je voudrais dire aux Camerounais que la partie de résilience, c'est quoi? C'est aussi faire comme ce qu'ils ont demandé pendant un temps, les mouvements populaires, insurrectionnels. Ça a donné quoi à la fin? Mais le plus important maintenant, c'est que le peuple camerounais, qui subit aujourd'hui de plein fouet l'inflation, qui n'est pas une cause camerounaise, l'inflation qui est généralisée, parce que le monde entier vit l'inflation et l'augmentation d'actifs non contrôlés des produits. C'est pour le faire comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais trouve des solutions palliatives pour gérer ce qu'il y a comme inflation. On ne peut pas avancer et danser plus vite que le rythme de la musique. Merci. François, en 1 minute, est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque de perturbation sociale au Cameroun? En 1 minute. Ça, je saurais le dire. Hein. Si je dis qu'il y a un risque, on peut me cueillir là. J'appelle les Camerounais à la révolte et puis voilà, ça va. Ce que nous ne souhaitons pas. Ce que nous ne souhaitons pas, mais ce qui est 8 ans, 10 ans de prison, parce qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Ça, il faut le dire, hein, on devrait le dire même chaque fois qu'on commence à s'exprimer sur un plateau. Dis quoi? Oui, qu'on n'arrête pas des gens juste parce qu'ils expriment des opinions. Vous arrêtez. Il y a des gens qui sont en vous arrêtez, vous. On arrête les gens. Passons. Maintenant, vous me demandez quoi? S'il y a un risque d'explosion. Il n'y a pas de gens arrêtés. C'est aux Camerounais de voir. Nous donnons des grilles d'analyse, nous donnons des informations. Bon, maintenant, s'il y a des mouvements pour revendiquer, les Camerounais doivent apprendre à revendiquer leurs droits. Voilà. Alors, élection présidentielle de 2025, on a deux. Je voudrais deux petites choses. Hein. Deux petites choses. Il dit, je vais aussi dire 2 petites choses. On ne va pas s'en sortir. Voilà, merci. Voilà. Je pense que on peut faire dire aux chiffres n'importe quoi. C'est un théorème. Ça ne veut rien dire les chiffres. C'est les éléments de comparaison qui donnent aux chiffres un sens. Merci. Il ne faudra pas que Zan vienne nous aligner les chiffres, parce que je vais lui donner 2 petits chiffres. Moi, c'est 2 chiffres. Lorsque nous avons dévalué, nous étions à 562 milliards. Comment comprendre qu'aujourd'hui le pays est à 6700 milliards et on ne redistribue pas? Madame. Le budget du Cameroun est de 6700 milliards. On devrait donc redistribuer. Paradoxe. Lorsqu'on avait 562 milliards, on vivait mieux. C'est ça.
le Cameroun n'avait pas des sommes, des salaires. Sauf qu'on plus bas. on n'était pas près de 30 millions d'habitants. Ah, exactement. Ça veut dire que les Camerounais, ça veut dire justement exactement que les Camerounais payent leurs impôts. Ça veut dire que les Camerounais participent à la croissance. Ça veut dire qu'il y a quelque part des gens qui font une comptabilité soit double, soit ils portionnent l'argent. Merci. C'est évident que soit c'est une comptabilité double, soit les gens ils portionnent l'argent. Sur le budget qui n'est pas redistribué. Cours d'économie niveau 2. Oui. À l'université. Cours d'économie en CAP, au CAP, à l'école. Allez-y. Le budget n'est pas la trésorerie. Le budget n'est pas de l'argent qu'on a pris, on a posé quelque part pour le distribuer. Le budget, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses qui Tout ont été à utilisées à la fait. fin de l'année. Et la loi de finances, et la loi de règlement. La loi de règlement. Il va que je parle. La loi de règlement de l'année dernière. Monsieur Elisa. Une gaffe terrible. Non. Le budget n'est pas la trésorerie. Non, monsieur Elisa. Vous ne m'apprenez rien. La loi de règlement. Non, laisse-moi parler. Monsieur Elisa. Oui. Monsieur Elisa. Oui, tu me laisses parler. Laissez-moi que je termine. Non, tu as déjà terminé. La loi de règlement de l'année dernière aucun rapport. donne deux chiffres. Aucun rapport. Prévision des impôts. Oui. Cumul des impôts attendu 1800 milliards. Collecté 1950 milliards, plus 13%. L'année dernière, prévu douane 860 milliards. Collecté 1022 milliards. Ça veut dire que les Camerounais payent leurs impôts. C'est la loi de règlement. Aussi simple que ça. C'est le B.A.B.A. Je voulais lui faire comprendre. C'est le B.A.B.A. Il prenne un bic et c'est le B.A.B.A. Je peux parler maintenant. C'est le B.A.B.A. Par respect, je peux parler. Rapidement, Je peux parler. Charles Elie, rapidement. Il est fâché parce qu'il parle. Non, je me fais Charles On va parler. Allez-y, Charles Mais il me coupe. Il se taise. Il s'est tué déjà. Allez-y, Charles Elie. On n'a plus beaucoup de temps. Le budget n'est pas la trésorerie. Oh, mais c'est pas la trésorerie, je suis dans la loi des règlements. Bon sang, bon sang, c'est dans la loi des règlements. Il est fâché. C'est comme ça. On a même donné du félicite au directeur de la DGP. Toujours. Tu as compris ta classe. Prends des notes. Merci. Non. Alors, élection présidentielle. Laisse-moi parler. La loi de règlement. Laisse-moi parler. La loi de règlement. Hilaire Zipan, je vous en prie. Parle de la voiture qui parle. Je vous en prie. Calme-toi. Charles Elie. Pourquoi il crie? Charles Elie, je vous en prie. Vous avez dit que par respect, il parle et après je parle. Allez-y en 30 secondes. Non, ça va, il est énervé. C'est un grand frère. La loi de règlement. Non. Hilaire Zipan. Élection présidentielle de 2025. On a ces deux visions politiques. Rapidement, ce sera en 1 minute chacun. On a ces deux visions politiques de l'opposition. D'un côté, on a Jean-Michel Nithieu de l'Alliance politique pour le changement, qui vulgarise l'idée d'une candidature unique de l'opposition avec un candidat déjà arrêté, le professeur Maurice Kamto. Et de l'autre côté, on a le professeur Olivier Billet à l'initiative d'une alliance pour une transition politique. D'ailleurs, cette semaine, le professeur Olivier Billet a discuté avec Cabral Libby, qui semble plus favorable à cette démarche. Donc voici l'approche, selon lui, des partis politiques d'opposition qui créent la coalition de transition après consultation publique des principaux corps sociaux et des syndicats. Ils publient le document de l'offre politique mutualisée de transition, puis ils choisissent le candidat de transition. Comment est-ce que vous analysez en 1 minute ces deux démarches? Oui. Madame, je suis du RDPC. Allez-y. Non, je suis en train de répondre. Oui. Voilà. Vous avez 1 minute. Je suis du RDPC. Je m'appelle Zanzan Chaleli. J'ai été président de section OJ. Président de section OJ, président de section RDPC aujourd'hui. Vous me demandez de donner mon avis sur la guerre qui est entre Nithieu, Cabral, Olivier Billet, bon, il n'y a plus les opposants, tous les autres. Non, madame. Ce que je constate, c'est que le comité central du RDPC a demandé à nous, les patrons politiques sur le terrain, d'accentuer les instructions de nos sympathisants, de nos militants sur les électorales. Vraiment, ce qui se passe de l'autre côté, nous on regarde, on boit du lait. Je rappelle juste que peu importe ce qu'ils vont dire, vous n'aurez plus l'occasion de rebondir. Ça ne m'intéresse pas, madame. Merci. C'est les opposants, c'est entre eux. Merci. Pierre-Emmanuel Bignan. Ça ne vaut pas la peine avec eux, les opposants. Est-ce que ces deux démarches peuvent se rejoindre quelque part? Le discours de M. Zang, j'espère que tous les Camerounais sont en train de le suivre, est condescendant envers les Camerounais, méprisant envers les Camerounais, insultant envers les Camerounais. Vous l'avez tantôt entendu dire que la seule façon pour un peuple de réagir face à des situations comme la crise que nous vivons au niveau de l'énergie, du pétrole actuellement, c'est soit de sanctionner ou de faire partir ceux qui gouvernent, soit de descendre dans la rue. Et il le dit de façon... Pierre-Emmanuel, la minute sera écoulée sans que vous ne répondiez à la question. Il a beaucoup parlé. Il a fait moins d'une minute sur ce sujet. Non, tout le monde a donné un dernier mot à propos de l'augmentation du prix du carburant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que
Dans cette situation actuelle... Est-ce qu'il y a une possibilité que ces deux visions, la démarche proposée par Jean-Michel Nithieu et la démarche du professeur Olivier, à laquelle semble favorable Cabral Libye, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elles se rejoignent à un niveau? Laissez-moi expliquer quelque chose. L'alliance politique, ou bien ce qu'on appelle l'APC, Alliance politique pour le changement, dans notre pays, c'est une initiative qui a été lancée. Et c'est une plateforme ouverte de concertation des partis politiques de l'opposition pour trouver ensemble des mécanismes qui vont nous permettre d'être mieux armés pour aller abattre ces gens-ci, les gens de l'ISAN, qui se moquent des Camerounais au quotidien. Avant cette plateforme, il y a des concertations qui ont commencé. Parce que le président du MP, Mouvement populaire, M. Hilaire Zipan, ils ont mené des travaux avec Mme Dame Joya, avec le SDF, avec le MRC, avec d'autres partis de l'opposition. Ils ont commencé des travaux il y a des années aujourd'hui dans le cadre de la proposition pour la modification du code électoral. Ils ont rendu public leurs travaux. Malheureusement, même au moment où ils voulaient présenter ça au peuple camerounais, leur conférence de presse a été interdite par un sous-préfet qui sont toujours dans la mouvement de la répression. Donc, nous sommes ouverts. L'APC, c'est un mouvement qui est ouvert, c'est une plateforme ouverte qui va concerter tout le monde. Les propositions de Cabral Libye, les propositions des autres, tout ça sera mis à contribution. Très bien. Mais l'essentiel, c'est d'abattre ces gens. Ils ne doivent plus être là en 2025. Ça veut dire que dans la vision de Jean-Michel Nithieu, effectivement, le professeur Maurice Kamto peut ne pas être le candidat présenté par l'APC? Nous ne l'avons pas dit. Il faut aussi dire que les partis de l'opposition, après cette plateforme de concertation, pourront aussi choisir le président Kamto. Donc il faut aussi regarder tout. Alors, Hilaire Zipan, en une minute également, même si Pierre-Emmanuel Mignamba fait plus... Vous n'êtes pas celui qui te dit le chrono. Alors, Hilaire Zipan, on a donc ces deux visions. On a Jean-Michel Nithieu d'un côté, on a Cabral Libye. L'impression que ça donne, c'est que les deux rament à contre-courant par rapport à qui est-ce qu'il faudra présenter face au RDPC en 2025. Où est-ce que vous vous situez, vous? Du moins, je souris, parce qu'en fait, vous êtes dans la polémique inutile. Voilà. Ça n'a pas de sens. On a convoqué le corps électoral, rien à faire. C'est la polémique inutile, c'est ce que j'aurais dit les journalistes. Non. Prenez les événements par chronologie. Vous verrez qu'il n'y a pas de polémique. Prenez par chronologie. Il y a eu le congrès du l'UDC, le congrès de l'UNDP, le congrès du MRC. Je vais dire, vous accusez les journalistes. Madame. Permettez. Madame, je peux dire un mot. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de polémique. Je veux dire. C'est pour ça que je dis, vous créez la polémique. Vous voyez que vous le dites. Jean-Michel Nithieu a écrit une lettre ouverte à Cabral Libye. Ensuite, Cabral Libye a fait un post pour dire effectivement qu'il s'était entretenu. Il n'a pas répondu à la lettre pour dire qu'il s'était entretenu avec le professeur Olivier Billet et qu'il était plus favorable à l'idée proposée par le professeur Olivier Billet. Jean-Michel Nithieu, lui également, a fait un post pour se plaindre de ce qu'effectivement Cabral Libye ne lui avait pas répondu, mais qu'il voyait bien que Cabral Libye allait plus dans le sens du professeur Olivier Billet. Je veux dire, vous accusez les journalistes de créer la polémique. Pourtant, c'est vous les hommes politiques, finalement. Pourtant, c'est vous les hommes politiques qui mettez cette polémique sur la place publique. D'abord, je vous ai dit, on ne va pas convoquer le corps électoral. Premier élément. Je vous ai donné les éléments de réponse, on n'a pas convoqué le corps électoral. Bon, donc ce n'est pas deux visions. Deuxième élément, j'ai dit, prenez les éléments dans le point de vue chronologique. Vous en rendez compte qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes dans les phases de proposition. D'accord. Il n'y a pas de polémique. Très bien. Maurice Kamto a fait une proposition. Cabral a fait Jean-Michel Nithieu, pas Maurice Kamto. C'est des propositions. Oui. Ce sont des propositions. Il n'a pas répondu, c'est que lui. Voilà. Non, c'est la vérité. Allez-y, François. Allez-y, François. Oui. Ils sont dans les propositions. Messieurs. Il n'y a pas de polémique. Vous êtes un homme politique. Non, il est journaliste. Laissez-nous parler, non. Non, vous êtes déjà exprimé sur la question. Donnez-moi votre temps de parler. Non, je vous ai justement promis que vous ne reviendrez plus là-dessus. Allez-y. C'est-à-dire que d'un mot, ce pays est gangréné par le syndrome de l'homme providentiel qui a été inoculé par le régime de M. Biya. Vous voyez bien que c'est ça qui cause le problème. Et ce régime nous a fait croire que quelqu'un peut tenir un pays de manière compétente et machin pendant 40, 50 ans, vraiment. Et puis les autres, ils ont été contaminés par ça. Chacun se voit roi et chef dans son petit coin. Vous voyez bien ce qu'on observe là, c'est des positionnements parce que
Chacun s'y voit déjà étourdi. Et puis l'élément perturbateur ici, moi je dois le dire, c'est M. Jean-Michel Nietzsche. Lui seul sait pourquoi il a avancé comme ça de manière ostentatoire le nom d'un potentiel candidat. Je rappelle que le professeur Kamto ne s'est pas prononcé sur la question. Oui, tout à fait. Je n'ai pas prononcé, je n'ai pas dit. J'ai dit. Le professeur Kamto s'est prononcé sur la question. Il a dit qu'il accepte d'être le candidat proposé par Nietzsche à la fin. Ce que j'avais observé, ce que j'avais observé avant, c'est qu'il y avait une dynamique qui s'était construite autour du code électoral. Effectivement. Cette dynamique était intéressante. Elle aurait pu... Elle reste d'actualité. Oui, elle reste d'actualité, mais je dis donc qu'il y a un élément perturbateur. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on nomme les choses? Quand quelqu'un se lève, il dit la candidature doit être construite autour de M. Kamto. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça perturbe le jeu, ça cristallise les oppositions. C'est ça ce que j'appelle le syndrome de l'homme providentiel. Il faut qu'on en sorte. Voilà. Très bien. Meurs, non, vous n'avez plus la parole. Non, Meurs, j'ai dit que vous ne reviendrez pas. Meurs, le sieur Bobda Gardé, je vous ai prévenu, le sieur Bobda Gardé a vu à la police judiciaire, accusé de viol, séquestration, menace de mort avec arme à feu. Il a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi 31 janvier à Bonabéré. Alors, Pierre-Emmanuel Bignam, affaire RVB, la nouvelle expression titre ce jeudi, le fugitif enfin aux arrêts. Comment réagissez-vous à son interpellation? On y va rapidement également. J'ai un sentiment d'un début de satisfaction, comme tout Camerounais lambda. Parce que, voyez-vous, le fait que ce prédateur présumé, ce présumé prédateur sexuel, machiavélique, continue à circuler librement, ça mettait la peur dans la cité. Et ça donnait le sentiment que la justice camerounaise ne s'intéresse pas à ce qui intéresse au premier chef, le Camerounais. Mais la réaction, quoi qu'elle soit tardive, pourquoi? Parce qu'apparemment, il agirait ainsi depuis une quinzaine d'années, au vu et au su de tous, puisque apparemment il se baladait avec une arme à feu, puisqu'apparemment il était proche des colonels, des personnalités dont je ne vais pas citer ici, et dont tout le monde voit sur Facebook, dans les réseaux sociaux partout. Et donc, ça veut dire que apparemment, il serait dans un réseau où il ne serait pas le seul chef bandit. Il y aurait plusieurs chefs bandits et plusieurs têtes à couper encore. Très bien. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ça donne le sentiment d'accalmie, ça rassure la population, que les forces de maintien de l'ordre sont là, pas seulement pour matraquer les opposants, pas seulement pour oppresser les opposants, mais aussi pour intervenir dans des cas pareils. Quel aura été, François, l'impact des pressions des réseaux sociaux d'abord, avec ce lanceur d'alerte, ensuite ceux qui ont suivi à travers le hashtag? Tu veux vraiment que je prenne la parole maintenant? Parce que moi, je n'ai pas une vision très personnelle de ce phénomène. Bon, mais si tu veux, je peux m'exprimer. Bien sûr. L'impact des pressions des réseaux sociaux, ensuite même du hashtag qui a été partagé aussi bien sur le plan national qu'à l'international. Oui, ça a joué, ça a énormément compté. Ça, c'est le versant positif de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a une capacité par les réseaux sociaux de mobiliser à la fois l'opinion nationale et internationale pour obtenir ce que l'on peut penser être à un moment la justice pour les victimes. Justice entre guillemets, parce que les enquêtes qui sont communes. Mais moi, je l'ai dit, moi, le sieur Bobda, en tant que tel, ne m'intéresse pas particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il n'est que représentatif d'un visage hideux de notre société, d'un chemin que nous avons choisi d'emprunter en épousant les modes de vie occidentaux, en épousant l'exubérance capitaliste, en épousant ce matérialisme à outrance-là. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Ou que font ces gens-là? C'est des gens qui occupent une position dominante sur le plan économique et qui utilisent cette position-là très souvent pour déshumaniser et, je vais dire, instrumentaliser les autres êtres humains. Ce qui se passe très souvent, c'est que à coup de gadgets, moi j'ai dans une tribune appelé ça le fétichisme du iPhone, parce que si vous voyez bien, tous ces gens, toutes ces filles et ces sont attirés par quoi? Par l'argent. Elles suivaient, ou bien ils suivaient, parce qu'on dit qu'ils avaient aussi des goûts bizarres, ils suivaient l'argent. Pas tous.
Voilà. Ce que je vais dire, c'est que... Si on se réfère au témoignage, on ne s'est pas établi. C'est pas établi. Ce que je veux dire, c'est que nous devrons poser de manière claire le problème de nos valeurs éthiques. Je crois que face à la montée du mercantilisme capitaliste, nos valeurs africaines auraient dû constituer des digues pour maintenir cette érosion éthique-là. On aurait dû s'appuyer sur ce que nous, on représente en Afrique. Notre identité, c'est le partage. Notre identité, c'est la sobriété, y compris dans la réussite. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on célèbre à tout prix le lucre, on célèbre à tout prix le mal. L'un des symboles manifestes aujourd'hui, c'est le iPhone. Tant qu'on ne tourne pas le dos à ces pratiques-là qui valorisent d'abord l'avoir, qui ont été bien installées, des pratiques bien installées par les tenants de... Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien comment la bourgeoisie au pouvoir, très souvent utilise ses positions dominantes, y compris pour pratiquer, et pour s'adonner à des pratiques répréhensibles, y compris sur le plan sexuel. Voilà, maintenant, il y a aussi une certaine bourgeoisie économique qui s'est installée au Cameroun et qui joue le même jeu. Et quand on est dans un pays appauvri, quand on est dans un pays où la majorité de la population a de la peine à joindre les deux bouts, il est bien évident qu'on succombe très souvent à ces prédateurs sexuels-là qui disposent des jeunes Camerounais comme ils veulent. Hilaire Zipan est dans une sortie la semaine dernière, ministre de la promotion de la femme et de la famille, a encouragé les victimes à briser le silence. À votre avis, est-ce que ça interroge sur la gravité de l'affaire quand on sait que le ministre-prof Marie-Thérèse Abinandois ne fait presque jamais de sortie quand elle est attendue? Mais je ne sais pas, mais je pense qu'il faut interroger la société, le modèle que nous avons à l'heure actuelle. Les valeurs de réussite au Cameroun, telles que les gens la conçoivent aujourd'hui, c'est voiture, villa, vacances. Vous avez oublié le iPhone. Voiture, villa, vacances, et tout ça. Et je pense qu'il a bien dit. C'est ça les valeurs de réussite au Cameroun. Monsieur Zipan a réussi. Pourquoi il n'a pas l'argent? Pourquoi il n'a pas de voiture? Pourquoi il n'a pas de villa? La pensée, même dans le monde de l'académie, c'est devenu, on l'a agrégé. Pourquoi il n'est pas riche? Il est professeur, pourquoi il n'est pas? Je pense que c'est ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour les valeurs qui construisent un État. C'est très dangereux. Parce que ceux de la pensée, non, généralement pas. Et vous avez vu tout à l'heure, pour revenir à un cas, ils ont se regailladir, se gargariser du fait que Ekindie était au RDPC, il est parti, il est revenu. Vous voyez. Vous voyez, je pense que c'est une insulte même du recrutement d'Ekindie, qui a une valeur. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez vu son comportement. Il est parti, il a fait ceci, il est machin. Je ne comprends pas, vous voyez, c'est-à-dire que vous recrutez même quelqu'un, mais vous le dévalorisez. Vous le dévalorisez. Pourtant, moi, je m'en refais tout le temps. Parce que c'est lui qui m'a formé. Et tant que je serai vivant, je le m'en referai. Mais lui, il le prend pour dérision. La preuve, ils n'en font rien avec. Ils n'en font rien, ils n'en font un simple militant. Pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant qu'on aurait dû trouver. Et je pense que même sur le carburant tout à l'heure, si on consulte le président Ekindie, il vous apportera Charles Elisa, comment est-ce que vous analysez la clameur populaire autour de cette affaire? Bon, je voudrais dire que, madame, vous savez, je suis responsable de ce que je dis. Parce que si on se réfère à ce que dit François Yondikam, l'affaire Bobda est simplement le reflet d'une société camerounaise en déliquescence. Je suis responsable de ce que je dis. Il est comptable, c'est que lui l'a compris. D'accord. Ses amours avec le grand frère qui ça regarde, ça ne me regarde pas. La deuxième chose, je vais dire, je ne comprends pas comment les trompent la parole pour parler de l'affaire Bobda. Et on réussit l'exploit à parler du régime et du RDPC. Ça veut dire que les gens sont venus ici pour autre chose. Troisième chose, madame, je voudrais dire à monsieur le journaliste, et je l'ai toujours dit, il est journaliste. Non, je m'appelle Yondi. Il est journaliste. Quand tu as dit Zang, tu n'as pas dit Zang, tu as dit les gens de Zang, les gens du RDPC. Et c'est ça qui est bizarre avec vous, c'est que vous écoutez pour répondre. Non, c'est pas là, il va acheter. Il est pris. C'est mon frère de Newbel, c'est et tout. Donc, je voudrais vous faire comprendre que monsieur
Lorsqu'on vient à une émission, on la prépare. Et vous devez être celui-là qu'on appelle le concierge de la République. Donc, c'est vous qui nous donnez les informations. Je voudrais vous faire comprendre que les crimes sadiques sexuels... Non, madame, laissez-moi terminer. Les crimes... Je suis sur l'émission. Oui. Les crimes sadiques sexuels les plus répandus dans le monde sont dans les pays les plus développés. Parce que le pervers sexuel, ce n'est pas une histoire de régime, ce n'est pas une histoire de bourgeoisie, c'est une histoire de goût. En quoi maintenant, laissez-moi terminer. Deuxième chose que je vais vous dire, c'est que deuxième chose, je suis en train de parler. Deuxième chose que je vais vous dire, laissez-moi parler, c'est que deuxième chose que vous n'avez pas besoin. Non, je n'ai pas besoin de les informations. Deuxième chose que je vais vous faire comprendre, c'est que lorsque vous avez à dire aux gens que quelqu'un se comporte de manière prédation sexuelle, on a besoin de mettre le régime à côté. C'est sa manière d'être. Madame Lila, Monsieur Bobda est un Camerounais qui, d'après les dénonciations des femmes lancées par un lanceur d'alerte, me permet la tautologie, est un prédateur sexuel. Première chose à faire, tout ce qui a été dit et corroboré dans les réseaux sociaux, est-ce vrai ou faux? Je n'en sais rien. C'est M. Bobda qui... C'est pas la question que je vous ai posée. Je suis en train de répondre à votre question, madame. Non, vous ne répondez pas à la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé comment est-ce que vous analysez la clameur populaire autour de cette affaire. Sauf qu'on n'a pas... Parce que la réaction de la population, l'opinion publique camerounaise s'est tout de suite saisie de cette affaire. Comment est-ce que vous analysez? Justement, mais pourquoi vous voulez qu'elle réponde comme vous voulez? Donc, lorsque parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, que vous allez... Quand le temps va finir, vous coupez, il n'y a pas de problème. C'est mon temps. Lorsque le lanceur d'alerte lance s'arrête, justement, la population en émotion s'est émue. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la population, on ne peut pas comprendre qu'un homme prend une arme, braque sur une jeune fille et l'emmène chez lui pendant une semaine, la séquestre. Permettez-moi les termes. Bon. Donc en fait, la population a été exaspérée. La population a été exaspérée mal de voir face à l'impunité dont semble juger certains. Non, justement. Alors, vous voulez m'amener. Pendant ce temps, le même personnage se pavane dans les réseaux sociaux en montant son luxe, ses domiciles, on dit la même chose, voiture, on est différents. mais sauf que la même population se demande pourquoi est-ce que ce monsieur court toujours, pourquoi il a tué la liberté. Or, il faut expliquer à cette population qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tant que vous n'avez pas porté plainte et qu'on s'est saisi de l'affaire, il est encore présumé innocent. Une fois que des avocats de Maître Fous, que je salue ici, Maître Oye, que je salue ici, qui ont pris cela entre les mains, il a été immédiatement convoqué par la police, à la police judiciaire, il a été capté à Bonabéry. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'État, à travers ses organismes de répression et de contrôle du pays, a pris les choses en main. Quels sont les problèmes que soulève cette affaire? Parce que François Yedikama parlait du problème des valeurs face à la montée. Première chose que j'ai constatée, j'ai vu que M. Bobda a une décoration d'un de ses amis qui est passé d'un grade supérieur. J'ai vu des éléments de notre garde, disons après son garde de la gendarmerie, lui faire des hommages. Et j'ai été aussi content que 2-3 jours après, que ces gars-là aient été reversés dans leur corps d'origine. Parce que le premier, qui est la garde présidentielle, a été reversé à la mer de terre. Le deuxième, qui est de la mer de terre, est actuellement sous contrôle administratif, on appelle ça discipline judiciaire, procédure disciplinaire chez eux. Troisième chose, j'ai constaté que nous avons un goût effréné du luxe. Est-ce qu'avoir une voiture, avoir une maison, c'est être mauvais? Non, je travaille pour avoir une maison, pour que mes enfants soient à l'aise. Je travaille pour avoir une voiture, pour venir à SIV. Je travaille pour porter une jolie montre, parce que je bagarre pour ça. Mais comment est-ce que j'en fais pour avoir cette montre? Comment est-ce que c'est ça? Et quand certaines personnes ont choisi pour option d'avoir comme image des lanceurs d'alerte, des influenceurs et des influenceuses, il faut se comprendre. Et je termine par quelque chose, madame. Mais sur ce cas précis, est-ce que ce lanceur d'alerte n'est pas salué sur ce cas? Il a salué d'un côté, mais je pose une question. D'un côté, donc parce qu'il a lancé l'alerte. De l'autre côté, je suis surpris que dans une cause aussi noble qu'il ait réussi à avoir près de 10 millions dans sa part, son live. Et j'en peux savoir, mais est-ce réussi à avoir plus de 10 beaucoup d'argent dans son live? Oui, il a monétisé sa page. Bon, pour faire comprendre que, mais est-ce que lorsque je bagarre, oui, Maître Fous, qui va défendre ces femmes qui ont été abusées, si tant est que c'est prouvé, ne prend rien. Elle ne prend rien, même pas un franc. Mais lorsque vous dites que vous parlez de quelque chose qui ne va pas dans le pays, et vous monétisez votre page, et vous avez de l'argent, je me pose aussi la question, est-ce qu'il s'est pas servi... Est-ce qu'il a monétisé sa page pour la faire principalement pour cette affaire? Est-ce qu'il ne s'est pas servi de la misère de ces gens-là? C'est son problème. Mais tout ce qui est important, c'est que si M. Bobda est un prédateur sexuel, tant que tel que c'est justifié par la justice, qu'il réponde de ses actes. François, mais s'il n'est pas autre chose, c'est autre chose. Monsieur Zansamblé n'est pas avoir compris le lien que je faisais avec le pouvoir. Je vais aussi vous répondre. Non, allez-y, rapidement. Vous avez voulu dire que c'est le régime qui a amené ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Non. Si vous êtes un prédateur sexuel, vous n'êtes pas à votre éducation. Le propos n'a rien à voir avec votre éducation. Charles Elie. Arrêtez ce petit jeu-là. Le pays de l'argent roi
et du trafic d'influence. Vous qui? Le RDPC. Ah oui, ça va. Alors, il se trouve que actuellement, il y a plusieurs victimes qui ont peur de dénoncer, justement parce que ces gens, ces coupables, soit occupent des positions de pouvoir. Ceux qui, vous avez les coupables. Les bourreaux. Vous avez les bourreaux. Les bourreaux, j'ai dit. Vous êtes dangereux. Non, il y en a. Il y en a. On va dire, non, je ne parle pas de ça. J'ai bien dit. J'ai bien dit. Vous ne pouvez même pas m'étouffer. Vous ne pouvez pas m'étouffer. J'ai dit, je me servais de ça. Je prenais ce prétexte, voilà, acheter 400 pages. C'est tout. Investigation, c'est une enquête. Alors, je dis ceci. On est dans un contexte où ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent écrasent les plus faibles. Les droits... Bien sûr, c'est vous qui êtes au pouvoir. Je veux dire, quand vous vous exprimez... Justement, non, c'est pas ce que je dis. Je dis, vous devez promouvoir une société... Non, vous devez promouvoir... Tu ne peux pas m'étouffer, arrête ça. Je dis ceci, vous devrez promouvoir une société où les plus faibles, les droits des plus faibles, laissez-moi finir. Vous devez promouvoir une société où les droits des plus faibles et des plus vulnérables sont protégés. Ce que vous faites, vous êtes en train... Oui, le RDPC au pouvoir. La société que vous avez installée est une société de prédation. Est une société de prédation qui brime et opprime les plus faibles. Ce qui fait que quand des gens sont abusés, y compris dans leur intimité, ils n'ont pas la force et le courage d'aller les en une minute, Pierre-Emmanuel, en une minute également, en une minute, on sort rapidement, en une minute, Pierre-Emmanuel. Sur simple dénonciation, notre code de procédure pénale permet à ce que le procureur puisse se saisir d'une affaire. On n'a pas besoin de plainte. Quand le procureur ou le commissaire du gouvernement envoie souvent les gens cueillir les opposants, les Maurice Kamto et tout ça, et dans les domiciles, empêcher que les partis de l'opposition présentent la fin des travaux d'un projet qu'ils ont mené depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Quand ils font ces répressions-là, c'est sur quelle base? Vous entendez des rumeurs sur quelqu'un qui soit un présumé prédateur sexuel depuis une décennie, plus d'une décennie, et il n'a jamais été interpellé. Des centaines de victimes. D'accord. Et puis, M. Zhang demande qu'il y ait des plaintes pour qu'ils soient interpellés. Non, il faut que la justice camerounaise nous montre au peuple camerounais qu'ils sont à leur service. Merci. Alors, merci. Portez à la tête, Charles-Élise, en une minute également chacun, portez à la tête de la sélection nationale le 28 février 2022 pour une durée de 2 ans. Rigobert Song, ce sont aujourd'hui 23 rencontres, 6 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, François Yodikam, quand on sait que ses objectifs c'était de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde de Qatar 2022 et la CAN Côte d'Ivoire? Léa, tu es sérieuse quand tu me poses cette question? Moi, j'avais dit ici, je crois que j'étais à la même place qu'il n'était pas. En une minute, rapidement. Voilà. Bon, maintenant, il parle de reconstruction. La reconstruction ne se fait pas. C'est comme si votre maison s'écroule et vous voulez la reconstruire par le toit. La reconstruction se fait à la base. L'équipe nationale, c'est la vitrine, c'est l'élite, c'est l'image du pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut changer le discours. Je l'avais dit ici, le problème avec cette présidence, c'était la méthode et le discours. Il faut dire aux Camerounais, clairement, on est au creux de la vague. Notre football va mal, il faut investir dans la formation, il faut investir dans les catégories inférieures pour espérer sur, je crois, 4 ou 6 ans, avoir poindre les premiers résultats. Pour moi, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Il n'aurait jamais dû être là. Et j'ai dit pourquoi, il avait échoué dans les sélections intermédiaires. Je ne sais pas pourquoi on s'est obstiné à le laisser là. Et aujourd'hui, il parle de reconstruction, ce qui est une hérésie managériale. Pierre-Emmanuel Bignam, la reconstruction avancée comme motif de nos échecs. Rigobert Song est-il toujours l'homme de la situation aujourd'hui? Donc, M. Song, voudrait qu'on lui donne aussi 42 ans comme on a donné 42 ans à Paul Biya pour reconstruire le Cameroun. Bon, vous avez donné 42 ans à Paul Biya. Ce sont des histoires. On n'a pas besoin d'années encore supplémentaires pour continuer à travailler. Il a eu 2 ans, au bout desquels il a des résultats très mitigés, très mauvais, pour être clair, très mauvais. Il n'a pas
il n'a pas réussi à mettre l'équipe nationale, ne serait-ce qu'au niveau où il a trouvé, parce qu'il faut relever que le Cameroun participe à sa propre CAN et arrive en demi-finale chez nous. Et on joue le match de classement où nous sommes 3e. Donc on a été médaillés à la dernière CAN qui a eu lieu chez nous. Et sous un autre entraîneur, on n'a même pas pu nous mettre au même niveau auquel il a trouvé l'équipe nationale quand il la prenait. Donc c'est un échec cuisant. Et je vais rappeler une chose, quand on avait annoncé la nomination de Rigobert Song, j'avais fait une publication sur ma page officielle Facebook en disant Beta Grand Barak. Grand Barak. Grand Barak. Que Songbana. Grand Barak, c'est un chanteur camerounais, un artiste. J'ai dit Beta Grand Barak. Il est un artiste, je peux dire que c'est un comédien. Il est comme un clown, quoi. Donc, j'ai dit Beta Grand Barak que Songbana. Son n'est pas brillant. Je suis désolé. C'est mon frère, Bassa, mais il n'est pas brillant. Il n'est pas brillant. Il doit... Il n'est pas brillant sur quel plan? On doit le... On l'a vu brillant sur les stades en tant que capitaine de l'équipe nationale. En tant qu'entraîneur, il n'est pas brillant. Ah, d'accord. Il n'est pas brillant. On n'a aucun plan tactique, aucun système de jeu, aucune lecture. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes mené. Vous êtes mené, déjà vous partez dans une compétition, vous laissez toutes vos armes offensives. Choupo-Moting, qui est un joueur titulaire du Bayern de Munich, vous le laissez. Bassoro, qui a été élu MVP de la CAN 2017, vous le laissez. Ok? Maintenant, vous amenez des joueurs qui sont blessés. Et celui qui est blessé revient de la blessure. Le dernier match où vous êtes acculé, vous le mettez en jeu à 10 minutes de la fin du match, Aboubakar Vincent. On a eu des situations où déjà les trois premiers matchs de poule a eu trois classements différents. 3 classements différents, en 3 matchs. Et on a eu des situations de jeu où nous sommes menés, le Cameroun est mené, sort les attaquants pour mettre les défenseurs. Donc, vraiment, mon frère, je suis désolé, Song doit partir. Il a zip. Est-ce que les Camerounais ne sont pas trop sévères envers le manager sélectionneur? Ben, je ne sais pas. Je pense que Son, en tant que footballeur, nous a fait rêver. Bon, ça, personne ne l'en dénie. Mais de là à penser qu'on a été un très bon footballeur et être un bon coach, j'en vois pas. Ceux qui font dans ce monde-là, en Europe, n'ont pas été parfois des grands footballeurs. N'ont pas été des grands footballeurs. Ils ont été parfois des footballeurs moyens, mais qui arrivent à passer des messages et avoir... Et puis, je pense qu'on peut faire le parallèle. Pourquoi ça marchait un peu avant le Cameroun? Quand vous prenez les années 80, c'est vrai que tu n'étais pas né. Mais lorsqu'on prenait les années 80, on avait des clubs. L'Union Canon, Tonnerre. Et c'est à partir de 80 qu'on est arrivé en Coupe du Monde. Et de la Coupe du Monde, on a eu 84 et on est allé en 90. Donc vous voyez qu'il y a une génération qui a pratiquement régné. Puis il y a la génération de Son qui est venue à partir de 2002, puis elle est repartie. Donc il y a eu un travail de base bien fait. Alors lorsqu'on reconstruit et on va piquer tous les joueurs à l'international, je ne sais pas de quelle reconstruction il parle. C'est ça le problème, parce que je pense qu'il faut qu'il soit lui-même cohérent et conséquent avec tout ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il s'écoute parler. Il dit on reconstruit, mais on reconstruit comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Et c'est ça, il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à capter, à savoir que j'ai besoin de faire une combinaison. Et enfin, vous avez vu la CAN. Quelles sont les équipes qui ont marché? C'est les équipes qui jouent ensemble depuis très longtemps. Le Cap-Vert, ça joue ensemble. Puis l'Afrique du Sud, ouais. C'est les joueurs, ils retrouvent les automatismes, ne serait-ce que par des machins. Combien de matchs amicaux avons-nous joué, machin? Et puis enfin, c'est l'ambiance. Il installe l'ambiance délétère dans les vestiaires. Il y a des problèmes de personnes d'à gauche, à droite. Il a dit ça. Responsabilité de Son ou bien du président de quelqu'un d'autre? Mais si Rigaud n'a pas de personnalité. Voilà, peut-être dites-le comme ça. Il n'a pas de personnalité, c'est ce que je dis. Je dis qu'il n'a pas de personnalité. Pour bien savoir, je peux vous dire par exemple que la mise à l'écart à un moment de Zambo ou alors celle de Choupo-Moting a été refusée par Rigobert Song. Oui, bien sûr. Voilà. Très bien. Charles Elisa, à moins d'un mois de la fin de son mandat, Rigobert Song partira pas? Quel est votre avis? C'est pas moi qui l'ai nommé. Qui dit qu'il partira, il ne va pas. Je veux dire, au moment où plusieurs Camerounais appellent à son limogeage, vous, qu'est-ce que vous dites, vous, Il faut qu'on soit Charles Elisa? clair, madame, elle est là. C'est aucun de nous ici sur le plateau qui l'a Le président.
aucun de nous ici ne connaît les tactiques de football que sont. Parce qu'aucun de nous n'a fait l'école. Mais il est payé par le contribuable camerounais. Il est payé par mon agent. Pierre-Emmanuel. Il est payé 17 millions par mois par mon agent. Pierre-Emmanuel. Allez-y, Charles. Allez-y. J'aime pas Quand vos ministres font ce qu'ils veulent de l'argent, j'aime pas trop ça, madame. Oui, allez-y. Je n'aime pas qu'on vienne sur un plateau, vous posez des questions sur Bobda, on trouve le RDPC, vous posez des problèmes sur le Ressort, on dit qu'il a aussi fait... À votre avis, le Cameroun devrait garder son... Oui, allez-y, on a plus de temps. Couper qu'il faut couper, mais ne me coupez pas de... Allez-y. Voilà. Bon, maintenant, on me parle de... Bon, Dieu pour qui veut, mais qui peut, hein. Bon, pour te répondre. Donc, pour faire comprendre que aucun de nous ici n'a fait l'école d'entraîneur pour juger le gouvernement dans ses choix tactiques et c'est forcément ça. Aucun de nous ici, autant quelqu'un m'a dit sur ce plateau que je n'ai pas les leçons de journaliste à lui donner, autant il n'a aucune leçon à donner à le gouvernement pour le coaching. Maintenant, nous Camerounais, parce que je le suis aussi, et je suis mon des impôts, il n'y a pas que vous, OMSC, qui paye les impôts, qui paye son. Il y a aussi le droit d'avoir mon point de vue. Je pense que des équipes qualifiées dans le dernier carré, des demi, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'autre, c'est pour dire que, regardez la durée des entraîneurs, sauf MS Faye, qui a pris la relève de celui qui est parti. Pour les entraîneurs, ont mis combien de temps sur le banc? Combien de temps ils ont mis? Ils n'ont pas mis 2 ans, 3 ans comme sont. Et on n'a pas fait des émissions pour les chasser. Donc malgré les erreurs, malgrez les qui n'ont pas eu 1 point ou 2 points, on a laissé ces entraîneurs-là parce qu'on a dit, on va voir. Non, il vient d'être... Laissez-moi pas, il était l'adjoint, il était adjoint de l'autre, il a continué. Laissez-moi terminer, non. Oui, j'ai bien la parole. Il était l'adjoint de l'autre, il continue. La Côte d'Ivoire était débarquée. Non, MS Faye était l'adjoint de celui qui est parti. Ça fait 11 ans. Laissez-moi parler. Après les 2 matchs de Vous voyez, c'est difficile, hein, madame. C'est difficile. Toi, tu n'as rien dit de bon. Mais tu laissé parler. Rien dit de bon. Tes conversations. Bon, je manque. C'est sur l'éducation des gars éducatifs. La RDC, l'entraîneur de la RDC. Ton éducation. Non, faux. Ton éducation, c'est pour toi. Ce que je vais te faire comprendre, tes conversations privées entre ceux qui t'ont dit que c'est toi qui as fait. Moi, je voudrais que son ait du temps à travailler comme merci Lerzipa, merci Pierre-Emmanuel. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivi l'émission. Rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. À dimanche prochain. Ça ne sert à rien. Tu as tes goûts à toi, j'ai mes goûts à moi. Alors vous laissez en parler. Donc toi, tu estimes que Pas question de goût. Non, mais attends. Il a gagné une canne. Non. On l'a chassé. C'est bien qu'elle a réussi. C'est le premier tour. Non. Vous voulez quoi?